Yeah, we just pulled in, we're actually tearing down a garage today, and there's a dead man in the yard. Oh, okay. Where are you at? Road 1. Road 1? Antwerp, Ohio. Yeah, like we backed in and we just got out of our vehicle, and it's like an abandoned. I mean, there's no one living in the house. That it's a foreclosed home that the guy's just laying in the. On nous a signalé un cadavre potentiel. Le temps d'arriver sur les lieux, on s'imagine tous les cas de figure possibles. Est-ce qu'il y aura vraiment un cadavre? Quand on est arrivé, il y avait une équipe d'ouvriers qui était là. Des techniciens qui sécurisent les maisons saisies par les banques et qui passent vérifier qu'il n'y a pas eu de dégâts. Stand by a minute. You sure? Il s'agissait visiblement d'une femme. Elle était plutôt petite et elle avait les cheveux longs. Ça ne faisait aucun doute qu'il s'agissait bien d'une femme. Look at her finger. You see her finger, Shane? It's like shot through. En examinant le corps, on a vu que la femme présentait des blessures défensives. Visiblement, un de ses doigts avait été arraché par une balle, comme si elle avait essayé de parer le coup. C'était une des blessures visibles, et elle avait été touchée à la tête. On a appelé le coroner pour qu'il vienne sur place, et on a également fait venir une équipe de la police technique et scientifique pour analyser la scène de crime. Il arrive souvent que celui qui appelle les secours soit lui-même l'agresseur ou le suspect. Donc on est allé interroger l'homme qui avait appelé la police et ceux qui étaient avec lui pour essayer de déterminer s'ils étaient impliqués. So you guys were just here to tear down the garage? Yeah. They sent me his work orders. Okay. We're from Allen County. When did you get this? Do you have an extra copy of that by chance? I don't. So when were you here previously? Okay. Hey Shane, 4 or 5 days max it looks like. Who all then came with you today? He's my dad, and those other two guys are my cousins. Quand ils sont arrivés sur les lieux, ils ont immédiatement remarqué quelque chose dans le jardin. Ils ont d'abord pensé que c'était peut-être une décoration d'Halloween qui avait été jetée là pour faire une mauvaise blague, parce que c'est une maison abandonnée. Ils se sont approchés pour vérifier, et c'est là qu'ils ont vu qu'il s'agissait d'un cadavre. On leur a demandé de nous fournir un échantillon d'ADN. Hold that, let that dry for a minute. Right in towards the bottom of your jaw, like right in here. Kind of go back and forth a few times. That's good. And then do the other one with the other side. If you can hold them both, that keeps us from touching them. Then if you just hold them for a few seconds while they dry, then we'll have them drop them in the envelope. Peu de temps après, le coroner est arrivé sur place. On lui a indiqué où était le corps. On est entré dans la maison juste pour vérifier qu'elle n'était pas squattée. On n'a pas mis longtemps à fouiller la maison, parce qu'elle avait été saisie par la banque et elle était vide.
Il n'y avait rien dans la maison. La propriété n'avait pas une grande superficie. C'était un petit terrain et ça nous a pris très peu de temps d'en faire le tour pour vérifier que personne ne s'y cachait. Yep. Missing upper front tooth. And her mouth's closed, so. Get a picture of that grass. See that grass is going that way? All right. Huh? Oh yeah, that's going that way. Yeah. Almost looks like there's some drag marks. Yeah, see that? Yeah, see her shoes are all muddy. So she was drugged right there. Il y avait de légères traces, des traînées sur l'allée de gravier et jusqu'au jardin. La victime était allongée sur le ventre, les bras levés au-dessus de la tête, exactement comme si quelqu'un l'avait tenue par les bras pour la traîner jusque-là. Le bout de ses chaussures était recouvert d'herbe et de gravier, sur le dessus. De toute évidence, le corps avait été traîné depuis l'allée jusque dans l'herbe. On a également trouvé un morceau d'appareil dentaire dans l'allée, à l'endroit où une voiture s'était probablement arrêtée. En fouillant un peu plus, on a également retrouvé une balle à la base du cou, à l'intérieur du col de sa veste. Elle a été mise sous scellé. Il s'agissait d'une balle de calibre 9 mm. J'ai demandé au central de contacter le shérif du comté d'Allen et la police de Fort Wayne, puisqu'on était près de leur juridiction. Ils m'ont informé qu'ils avaient eu 3 signalements de disparition de femmes. They got a 50 or a 44-year-old that looks really rough. 5'1", blonde hair. Is missing. Bone thinny? Bone skinny? Yeah, she's real thin. Yep. Yep. Schwartz. D'après la description qu'on m'en avait donnée au téléphone, la femme sur cette propriété était probablement Wilma Schwartz, dont la disparition avait été signalée le 9 mars à Fort Wayne. Quand j'étais petit, j'adorais ma tante. Elle était toujours prête à partager tout ce qu'elle avait. Je la respectais pour ça. J'appréciais vraiment sa gentillesse quand j'étais petit. Je me souviens quand j'ai reçu l'appel de ma mère pour me dire que Wilma avait été tuée. Ça m'a choqué. Je n'en revenais pas. J'étais choqué et bouleversé. Wilma et moi, on a grandi dans la même communauté, une communauté amish. Elle aimait sa vie, mais chez les Amish, l'éducation des filles se fait dans la cuisine. On leur apprend à faire à manger, le ménage et tous ces trucs marrants. Un peu plus tard, quand elle a eu 16 ans, elle a commencé à s'éloigner de l'église. Et une fois qu'elle a commencé à goûter à la liberté, elle n'a plus voulu revenir en arrière. Elle voulait être libre d'aller et venir. Elle a pris goût au monde extérieur. Et elle a choisi cette vie-là. La disparition de Wilma Schwartz avait été signalée 5 jours avant que son corps ne soit découvert dans le comté de Paulding, dans l'Ohio. Et c'est là que j'ai repris l'enquête. On a d'abord pensé que celui qui avait tué Wilma avait essayé d'embrouiller la police en abandonnant son corps dans l'Ohio. Ici, la disparition avait tout de suite été jugée inquiétante
parce qu'elle était très proche de son fils. Et elle n'était pas venue le récupérer à l'école, ce qui ne ressemblait pas du tout à Wilma. Maintenant, c'est à nous de découvrir qui a pu faire ça et où il se cache. Il a 5 jours d'avance sur la police. Et cela peut rendre les choses très difficiles. Les blessures de Wilma pouvaient laisser penser qu'il y avait quelque chose de personnel dans ce crime. Il est primordial de contacter tous les proches de la victime. La famille, les amis, les voisins. Comme ça, on peut essayer de glaner le maximum d'informations qui nous mèneront au suspect. On a appris que Wilma avait eu une relation assez compliquée avec son ex-petite amie, mais qu'elle habitait toujours avec lui. Il s'appelait Daniel Zerby. Avant de réussir à mettre la main sur Daniel Zerby Senior, j'ai découvert que Daniel Zerby Junior était incarcéré à la prison du comté de Wells, dans l'Indiana. J'ai organisé un entretien pour poser quelques questions à Daniel Zerby Jr. Je voulais savoir s'il avait été en contact récemment avec son père. We'd like to talk to you about something. Officer Dietrich here would like to talk to you about something particular. Okay. You willing to talk to me after everything you said? All right. This is mainly just to get some history, okay? When did your dad come from Tennessee, you know? Like I hear stuff, you know what I'm saying? But like, it was before when I got arrested. I had to be the same week before then. A week before you got arrested? Daniel Jr. m'a dit que son père habitait chez Wilma, avec sa petite amie. On pouvait se demander, comme Wilma avait été victime de violences conjugales de la part de Daniel Senior, pourquoi elle avait accepté qu'il vienne habiter chez elle avec sa petite amie. Ça ne devait pas être une situation très confortable. I don't know her last name. She used to be married to me. I just can't think of her last name. Okay. You know her as Lisa? But she was married to your Uncle Leroy? Before. Yeah. How long before? Years? 10 years? Okay, but then... I was like 5. Her and your dad became a couple? Okay. As far as I know. Do you know how long they've been a couple? Like... Months, years? Not probably not, just rumors. Probably not years. It had to be months. If it was. Daniel Jr. m'a également informé que Lisa King était auparavant mariée avec le frère de Daniel Senior, Leroy Zerby. C'était compliqué. Your dad, what did he go to prison for? Around here, wasn't local. It was something about meth or something? Making meth? Do you know? Yeah, it was about meth, as far as I'm pretty sure. You talk to your dad quite a bit, don't you? I'm more hearsay, like I hear from my uncles and stuff. Quand vous mélangez ex-petite amie, nouvelle petite amie, violence domestique et drogue, ça finit fatalement par exploser. Mais le fait qu'un homme soit violent ne veut pas forcément dire qu'il est capable de tuer. She never said she was worried your dad was going to kill her. Not to me. What would have... I know you've been in here, so you know... I just hear stuff, you know what I mean? Right. But you know your dad, you know Wilma, what could have happened? Wilma never left her son. She dropped her son off, and she would never leave her son sitting there waiting at school. I know that for a fact. Right.
L'entretien entre les inspecteurs et Daniel Zerby Jr. a permis d'en apprendre un peu plus sur Wilma Schwartz et sa relation avec Daniel Zerby Sr. Et ça nous a confirmé qu'on était sur la bonne piste et qu'il était notre principal suspect. Notre enquête s'est focalisée sur lui. La police de Fort Wayne a découvert que Wilma Schwartz louait un box à Fort Wayne. On a obtenu un mandat de perquisition pour ce box. On voulait voir s'il contenait des indices qui pourraient faire avancer l'enquête. Si on retrouvait par exemple un journal intime ou un agenda dans ce box, ça pourrait constituer une preuve, s'il était de la main même de la victime. La raison pour laquelle on tenait à fouiller ce box, c'est que comme Daniel vivait avec Wilma, il était tout à fait possible qu'il y ait eu accès. Et il pouvait tout à fait y avoir caché l'arme du crime, par exemple. Et on a effectivement retrouvé un étui vide de pistolet de calibre 40 dans le box. Peut-être que Wilma avait acheté une arme pour se protéger. En tout cas, il y avait une arme quelque part. Donc soit c'était elle qui l'avait acheté, soit c'était Daniel qui avait laissé l'étui vide dans le box. On l'ignorait à ce stade. On n'a trouvé aucune preuve concrète dans le box, mais beaucoup de preuves indirectes, notamment des documents écrits et l'étui du pistolet. À ce stade de l'enquête, on nous a informé que Lisa King avait été arrêtée dans le comté de Cook, dans l'Illinois. J'ai donc décidé de me rendre à Chicago afin de l'interroger pour voir si elle avait des informations concernant la mort de Wilma. Wilma's death. How you doing, Lisa? Doing all right. How are you? Good. This is Gary Dietrich. Hi. He's handling an investigation also. We'll get some stuff that we need to talk to you about. I tried to help all the kids, but I don't know how to explain. And I understand I've got a job to do. I'm not beating you up. I think you're just a lady that was a bad situation that you got yourself into, and now we need to figure out how to get you home. Between the drugs and this monster of a man, I feel you just didn't have a choice in the matter, and for some reason, I don't think you're still being honest with us. They said if you aren't bad, if it was different, I would tell you. But it's not. I mean, I can't sit here and tell you something that's not true. You know, I don't know how to explain. That wouldn't help our case, you know? Like if you're telling us stuff, just get us to shut up. But I know I wouldn't. But I would help y'all, and I've tried to help anybody I can. I'm just telling you, if there's something that you do now, and you ponder whether you need to get help with that, that's time to pull out that card and use it. All right. If you got any other questions for us, let us know. On savait que Lisa King en savait plus que ce qu'elle disait. Mais comme elle refusait de nous donner des informations, il a bien fallu mettre fin à l'entretien et passer à autre chose. À ce stade, on n'avait aucune preuve impliquant Daniel Zerby Sr. dans le meurtre de Wilma Schwartz, mais on savait que Wilma Schwartz possédait une Pontiac Sunfire rouge, et on a décidé de lancer un avis de recherche pour essayer de retrouver cette voiture. Monday, construction workers found the body of 44-year-old Wilma Schwartz at an abandoned property on State Line Road. She was reported missing in Fort Wayne earlier this month. Now the sheriff is asking for the public's help in finding her vehicle. They are looking for a red Pontiac Sunfire, but the sheriff says the Indiana plate on the vehicle is fake. Police also don't know the year of the red Sunfire. If you see a vehicle similar to that description, you're asked to call police.
Sheriff Jason Landers says finding her vehicle is important for the investigation. Quelques heures après avoir diffusé l'avis de recherche dans les médias, la voiture a été retrouvée au sud de Fort Wayne, à Markle, dans une station-service. Quand on enquête sur une affaire où tant de questions restent sans réponse, c'est énorme. On s'est dit qu'on allait enfin avoir des réponses. Le véhicule est passé entre les mains de la police technique et scientifique à Fort Wayne. Il a fait l'objet d'une fouille méthodique qui a permis de découvrir des indices très importants. En particulier le fait que le siège passager était maculé de sang. Il y avait également de nombreux produits de nettoyage dans le véhicule. Mais l'indice le plus important, bien sûr, c'était une douille provenant d'une arme à feu, retrouvée sur le sol de la voiture. Donc, entre la balle retrouvée sur la scène de crime et la douille retrouvée dans la voiture, on commençait à y voir plus clair. On a retrouvé une douille de 9 mm dans la voiture. Ça prouve que Wilma était assise sur le siège passager quand elle a reçu une balle dans la tête, côté gauche, qui lui a traversé la main. Il est donc plus que probable que le meurtrier était assis sur le siège conducteur de la Pontiac au moment du tir. Dans la Pontiac Sunfire, on a également retrouvé le ticket de caisse d'un magasin de bricolage pour des achats de produits nettoyants. Ça nous donne le jour et l'heure où ces produits ont été achetés et donc une chronologie plus précise entre le moment où Wilma a disparu et celui où on a découvert son corps. Quand on a perdu Wilma, j'ai repensé à tous les bons souvenirs que j'avais avec elle quand j'étais petit. Mais j'ai aussi pensé à ses enfants et à ce que ça allait leur faire de perdre leur mère. Et puis ça a laissé un grand vide dans notre famille. C'était une tante, une sœur, une mère, et elle laisse un grand vide dans nos vies qui ne sera jamais comblé. On ne nous a pas laissé le choix. Elle est partie. Et pour les années à venir, elle nous laisse avec son absence. Et dans la communauté amish, quand on parlera d'elle, on dira qu'elle a quitté la communauté et qu'elle a connu une fin tragique. L'enterrement de Wilma a été très éprouvant et très triste à cause des circonstances de son décès. Elle était habillée en tenue traditionnelle amish et c'était vraiment troublant de se dire que quelqu'un l'avait tuée de sang-froid et n'avait toujours pas été appréhendé et qu'il courait toujours et risquait de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Quand ce genre de choses arrive, ça fait réfléchir. Vous vérifiez que vos portes sont bien fermées la nuit. On a contacté le magasin de bricolage pour savoir qui avait acheté ces produits de nettoyage. On a donc pu récupérer les images de vidéosurveillance sur lesquelles on voit la Pontiac Sunfire rouge arriver sur le parking du magasin. Et on voit un homme sortir de cette Pontiac Sunfire rouge et entrer dans le magasin. Il s'agissait de Daniel Zorby Sr.
Sur les images de vidéosurveillance, un peu plus tard, on le voit retourner à la caisse. Il tient à la main les produits nettoyants correspondant à ce qui est indiqué sur le ticket de caisse. Puis, on le voit ressortir du magasin et remonter dans la voiture de sport rouge. On a également eu accès aux images de vidéosurveillance de la station-service où la Pontiac rouge a été retrouvée. Et on peut voir une Dodge Durango rouge se garer devant la boutique. Et peu de temps après, la Pontiac vient se garer à côté de la Dodge Durango. Sur les images vidéo de la station-service, on voit un homme sortir de la Dodge Durango et Daniel Zerby Sr. descendre de la Pontiac Sunfire. On les voit entrer dans la boutique ensemble. On voit ensuite les deux hommes ressortir de la boutique et Daniel Zerby remonter dans la Pontiac Sunfire. Il va se garer un peu plus loin sur le parking. Puis l'autre homme va garer la Dodge à côté de la Pontiac. Daniel Zerby sort de la Pontiac et monte dans la Dodge Durango. Puis on voit une femme sortir du côté passager de la Pontiac. On a immédiatement reconnu Lisa King. On voit donc Lisa King sortir de la Pontiac. Et on sait qu'à ce moment-là, il y avait un sac poubelle sur le siège passager et qu'il y avait du sang partout à l'intérieur du véhicule. C'était donc la preuve qu'elle nous avait menti en disant qu'elle ne savait rien au sujet du meurtre de Wilma Schwartz. Parce qu'elle était dans la voiture, assise à l'endroit même où se trouvait Wilma quand elle a été tuée. À ce stade de l'enquête, on nous a signalé qu'une détenue de la prison du comté de Wells dans l'Indiana prétendait avoir des informations concernant l'implication de Lisa King dans l'homicide de Wilma Schwartz. Is there anything else you can remember right now? Lisa says she couldn't understand why he just cut the arm out of the shirt. His shirt? Yeah, where I guess the blood had spewed over it. But the shirt, she said, was either in the trunk of the car or at his brother Leroy's house. Do y'all know if that little boy's doing okay? He's with Wilma's family now. And two of his siblings. Did she tell you what time Wilma was killed? What time of day? No, I didn't even ask. You know, I didn't. If she would have been here longer, I could have got a lot more out of her. Yeah, that little boy, I dream about it. About him waiting there for Wilma to come pick him up, you know? And I'm not perfect by no means. I've had my share of trouble. But, you know, that little boy needs justice. If we need you for court, you're going to be available, right? I promise, yes. Cette détenue connaissait certains détails que seule une personne qui s'était trouvée dans la voiture quand Wilma avait été tuée
pouvait savoir et lui avoir raconté. Quand vous avez une informatrice en prison, dont les déclarations correspondent à ce que vous avez pu voir sur les images de vidéosurveillance, ça vous donne un avantage non négligeable quand vous interrogez votre témoin ou votre suspect. En l'occurrence ici Lisa King. Et ça permet de la mettre face aux contradictions entre ce que vous savez et ce qu'elle vous a raconté. Quand on lui a montré les images de vidéosurveillance, Lisa a eu l'air d'être prête à se confier. So, what happened after that point? Wilma came to me that night. She said, Lisa, whatever happens with Daniel happens. But that's when she formally asked me if I would be there for her. And I thanked her. Anyway, within the next couple of days, I wound up going back over there. She was in definite fear. Wilma. Yeah. Why do you say that? Scared to death. I mean, it's just obvious. So you, excuse me, you two had plans at that point. Might not have been definite plans, but you had plans at that point. In so many words, to get out of that crazy situation. Right. Am I summing it up all right? Okay, so you see her the next day? Yeah. And that's when she's obviously fearful for her well-being? Yeah. You went there in the red car. Was there anything unusual about the red car? Where did you ride? In the passenger seat, yeah. What was unusual? There was a garbage bag over the passenger seat, and I asked him what happened, and he said he spilled chemicals in the car, and he had a couple bottles with him, and it reeked. I mean, it reeked. And could you see anything other than the garbage bag? Jacket, like laid over in a board, little board was there. Did you see any discoloration on any of that? No, no, sir. Any stain? No, sir. No. What was under that bag? Can you tell me what was under that bag? I don't know. What do you think was under that bag? I don't know. I'm scared to say, actually. What do you think it was? I don't know. I don't want to know. Do you think it was chemical? Truthfully. Now that I look back or think on it, I don't know. I was scared to look. When you follow your gut, you feel, for me, you're right. What's your gut? You know, there's something went wrong. Lisa s'est demandé si Daniel avait quelque chose à voir avec la mort de Wilma. Mais elle a eu peur de lui demander. C'était difficile de savoir si elle avait réellement peur de Daniel Senior ou si elle essayait toujours de nous cacher qu'elle était en fait plus impliquée qu'elle ne le disait. On lui a signifié qu'elle avait été inculpée par le grand jury du comté de Paulding pour dissimulation de preuves. Puis on a fait des prélèvements d'ADN sur Lisa King. I've never done this before, so I don't know. All it is I'm going to put it back in the bottom part of your gum on the one side, then I'll go to the top. I'm just going to twist it around, then I'll go to the other side. Okay. All right? All right. Lisa a également dit aux enquêteurs que la personne qui conduisait la Durango dans laquelle ils sont montés quand ils ont laissé la voiture de Wilma sur le parking de la station-service était le frère de Daniel Zerby, Leroy. Il fallait donc retrouver et interroger Leroy Zerby. You have a seat there. Shut the door for our privacy. What conversations have you had with your brothers? Leroy Zerby nous a dit qu'il avait reçu des textos et des appels de son frère, Daniel Senior. Looks like he was calling you quite a bit. Yeah. Looks like there's several text messages deleted from him throughout the day there. I mean, it's showing. I mean, to and from. 11:05 a.m. It looks like
that looks like you got a call from him, or actually, you called him. Tell me about that. What did he say? How did he say, come pick me up, meet? Yeah, he said, come get me up. I need to tires in front of me in his car and possibly put it there. All right. I got there and went to go there. Okay. Got something. He's like, well, you want to put it up in your Fort Wayne? Get the car and look at it. I was like, all right. I went in there and asked the clerk if he could park the car there. So he asked me if I was blocking the car line. Pulled up there next to him and he grabbed his little bitty black bag that he carries all the time wherever he goes. And we just both got in the truck. Okay. Went up there and looked around. You guys went? Where'd you guys go from there? We went to Fort Wayne, got on the Coliseum. He was supposed to be meeting up with some guy somewhere. He kept calling. I don't know if the guy went to work or what, but he said it fell through. À ce stade, on ne savait pas encore si Leroy était impliqué dans la mort de Wilma Schwartz ou s'il essayait juste d'aider son frère. Durant son interrogatoire, Leroy a déclaré que le lendemain du jour où il était allé chercher Daniel et Lisa, il avait reçu un appel de sa mère. Donc, on a décidé de demander à Leroy d'appeler sa mère immédiatement en notre présence. Hello. Hey, honey. How we doing? Nothing. Waiting on sister to come get her baby. You tell what you're... Hey, I got 2 detectives with me. Hi. What? Yes? We're investigating Wilma's death. We understand that you might know something about that. Well, Daniel had called me and told me that he made a mess of his life, and he just didn't think she was gone. Okay. Now, I didn't understand half of his conversation. Whatever qualities those people are using up there is mumbled, and that's all my fault. Okay. But he told you she was gone. Yes. And that's when you called Leroy then? Is that, yes. Okay. And that's when you told him, yeah, you probably ought to call the police? Well, I told him that he needed to do something. So you were fearful that he probably, something happened with Wilma? Not only that, but I'm fearful for Daniel. I don't know what he's doing. Daniel was acting crazy. I wanted to know what the hell was going on. Where in the hell is Wilma? À ce stade de l'enquête, on se focalisait exclusivement sur Daniel Zerby. Malgré tout, on avait toujours besoin de preuves concrètes pour confirmer nos soupçons. L'étau se resserrait autour de Daniel Zerby, mais il fallait encore retrouver l'arme du crime et faire le lien avec lui. Et puis on a découvert qu'il avait été arrêté à Auburn, dans l'Indiana, en possession d'un pistolet 9 mm. L'arme a été envoyée au labo de la police scientifique, ainsi que la balle qui avait été retrouvée sur le corps de Wilma Schwartz et la douille de 9 mm retrouvée dans la voiture de Wilma. Le labo a confirmé que la balle retrouvée sur Wilma Schwartz provenait bien de cette arme, tout comme la douille retrouvée dans la voiture. Tout cela collait parfaitement. On tenait enfin une preuve irréfutable. Alors on a interrogé une dernière fois Lisa King et on lui a montré le pistolet en question qui avait été retrouvé sur Daniel Zerby Sr. At this point, that's all we have, but you can make the difference. You can make the difference to make some sort of closure for this poor little kid.
If nothing else comes of this, he's going to come to our office one day and he's going to say, I want to see records of my mom. And you know what he's going to see, and I've got them here, but I'm not going to show you. They're too graphic. They're gruesome. He's going to see pictures of his mom thrown away like trash. But what he can see is that his mom had a friend and her name was Lisa. Exactly. And she stepped up and did the right thing. At this point, that's all we have, but you can make the difference. That gun, the gun in Auburn, when they came and arrested him, and you were there, that's the gun that killed her. That's the gun that killed her. Is that the same gun that you saw in Auburn that you recall him carrying on a daily basis? That gun shot a bullet that fell out of her head. And we can show that by... That's done. Science. Right. That's done. That's case closed on that. Les enquêteurs ont voulu interroger Daniel Zerby, mais il a refusé de nous parler. Il s'est fait représenter par son avocat et a demandé à ce que les interrogatoires prennent fin. C'est dommage pour nous, parce qu'on avait encore beaucoup de questions à lui poser pour boucler une fois pour toutes cette enquête, pas seulement d'un point de vue judiciaire, mais aussi pour la famille de Wilma. Daniel Zerby Sr. a plaidé coupable d'homicide sur Wilma Schwartz et a été condamné à la perpétuité, dont 15 ans incompressibles. Lisa King a été inculpée de 2 chefs de dissimulation de preuves. Les charges ont par la suite été abandonnées parce qu'elle avait collaboré avec la police. En me basant sur les preuves qu'on a recueillies dans l'Ohio et dans l'Indiana, je pense que Daniel Zerby avait gardé une dent contre Wilma. Wilma était devenue plus forte en se séparant de lui. Elle ne se laissait plus faire. Et je pense que Daniel voulait se débarrasser de Wilma. Savoir que Daniel Zerby a été condamné pour ce meurtre est pour moi une immense satisfaction. La justice a été rendue. Et c'était tout ce que méritait Wilma Schwartz et sa famille. On n'obtient pas toujours forcément des aveux. Mais tout le travail d'enquête qui a été fait sur cette affaire a porté ses fruits. Ça a été un grand soulagement quand on a appris que le shérif avait la preuve formelle que c'était Daniel qui avait tué Wilma. On savait enfin qui c'était, ce qu'il s'était passé et dans quelles circonstances. C'est triste. Elle n'aura pas le... New York, a late 1977. Na dort Place Fremont, elle continued d'allumer ses néons. De faire grandir ses rames de métro sous la terre, de laisser ses taxis jaunes glisser comme des éclats salés dans la chaleur de la nuit. Mais quelque chose dans son soufflet. C'est détraque. La ville a toujours connu la peur. Bien sûr, elle connaît les portes verrouillées à double tour. Les scoops d'huile jetés par-dessus l'épaule, les sirènes qui déchirent l'air à toute allure comme si elles faisaient une partie du décor. Pourtant, cette peur-là est d'une autre nature. Elle n'a pas de quartier fixe. Elle ne se cantonne pas aux ruelles les plus sombres ni aux blocs les plus malfamés. Elle s'invite partout, dans les avenues ordinaires. Dans les artères des couples s'arrêtant quelques minutes pour parler à voix basse, dans les voitures garées sous des réverbères fatigues. Dans les silences banals de la nuit, elle s'assoit sur les sièges avant. Entre 2 couples qui pensaient simplement prolonger la soirée, elle attend que la radio grésille. Que le moteur soit coupé, que la vigilance baisse ton crâne. Et puis, soudain, elle est frappée. Personne ne voit son visage venir. Personne ne comprend le choix des victimes. Et c'est précisément cela qui fait trembler la ville entière. L'impression que le hasard lui-même est devenu une armée. Au début, ce ne sont que des murmures, un homme d'abord absent. Puis des faits rapportés dans les journaux, au comptoir des bases.
Dans les cuisines étroites des appartements où l'on mange tard devant un ventilateur poussif, une jeune femme abattue dans le bras. Une autre attaque, puis encore une. Les conversations changent de ton. On ne parle plus d'un crime isolé, d'un règlement de comptes, d'un drame intime dont la logique resterait confinée aux proches. Non, ICI. Rien ne s'emboîte proprement, les victimes semblent choisies comme on jetait une pièce en l'air. Des jeunes gens, souvent dehors la nuit. Parfois dans des voitures stationnées, parfois dans cette suspension du temps que connaissons les débuts d'amour. Les hesitations d'une relation, les confidences murmurées dans l'obscurité tiède de l'aide, des secondes ordinaires, presque fragiles, déchirées par une violence sèche, rapide, incomprehensible, la nuit new-yorkaise, qui à long terme c'était synonyme de promesses, de musique, de liberté, se couvre à l'os d'une autre teinte. Les rues sont les mêmes, et pourtant elles ne le sont plus. Les phares des voitures sont blancs, place cruz, les parkings, place vastes, les coins tranquilles, place suspects. À mesure que les attaques s'accumulent, la peur cesse d'être une émotion pour devenir une ambiance. Elle colle à la peau comme l'humidité. Elle se glisse dans les gestes les plus simples. Une me regarde sa fille se préparer pour sortir et retient une remarque qu'elle finit tout de même par dire. Ne rentrez pas trop tard. Une fiancée propose de modifier l'itinéraire. D'éviter certaines rues, des amis renoncent à stationner pour discuter. On ferme les vitres même quand la chaleur est presque insupportable. On observe les voitures voisines. On détale les silhouettes, on se dit qu'il ne faut pas céder à la panique. Et tout le monde, pourtant, cède un peu parce que dans cette ville immense, ce peuple, bruyante, l'ennemi n'a pas de visage connu, il n'a pas de logique visible. Il ne réclame pas d'argent, il ne règle pas son compte précis. Il apparaît et il taille. Il disparaît et dans l'intervalle. Il laisse derrière lui bien plus que des corpses et des d'huile. Il laisse une question qui ronge tout le monde. Qui sera le prochain? C'est peut-être celle-là. Au fond, qui va transformer cette affaire en cauchemar collectif. Non seulement la mort frappe, mais elle le fait d'une manière qui donne à chacun l'impression d'être potentiellement concerné. Le malness place relègue à la marge, il peut se tenir juste au bout d'une rue. Derrière, un pare-brise, dans l'ombre d'un homme banal que personne ne remarquerait à la lumière du jour. New York connaît déjà la violence, mais celle-ci porte un masque nouveau. Celui de l'arbitraire. On raconte qu'un tour rôde. On répète qu'il vise des couples. On prétend qu'il préfère les jeunes femmes aux cheveux longs. Alors certains coupant leurs cheveux, certains changeant leur manière de s'habiller. Certains annulant des rendez-vous, d'autres font semblant de rire de ces précautions. Comme pour ne pas donner au monstre la satisfaction d'exister trop fort dans leurs vies, mais leurs yeux trahissent autre chose. Dans les cafés, derrière la bouée des verres et le bourdonnement des conversations. On baisse parfois la voix au moment d'aborder le sujet, comme si le simple fait de prononcer son surnom pouvait le faire apparaître. Son nom, bientôt, va circuler comme une rumeur malsaine, presque comme une créature sortie de la ville elle-même. Son of Sam, un nom qui sonnait comme une signature de cauchemar. À la fois absurde et théâtral, le genre de formule qui s'accroche aussitôt aux manchettes des journaux et dans les esprits déjà fragilisés par les nuits d'insomnie. Il ne se contente pas de tuer, il écrit, il envoie des lettres, il nourrit la machine. Il adresse à la police et à la presse des messages provocateurs, inquiétants, déstabilisants, il donne une voix à la peur. Et cette voix n'est pas seulement celle d'un homme dangereux, que celle d'un homme qui veut être entendu. Lou, imagine, ils comprennent quelque chose de fondamental. Dans une ville comme New York, le crime se double d'un spectacle.
et le spectacle, s'il est bien entretenu. Peut infecter chaque foyer plus vite encore que les balaises, alors les lettres deviennent des événements en elles-mêmes. On les attend presque autant qu'on les redoute et les alimentons les commentaires. Les speculations, les portraits approximatifs d'un prédateur que personne ne parvient à saisir. Chaque émote semblait ouvrir une porte sur un esprit dérange, mais sans jamais offrir la clé. On croit discerner une logique, puis elle s'effondrer. On croit tenir une piste, puis elle se dissout. Et pendant ces temps, la ville s'étend en pied plus, comme un fil prêt à casser. L'été 1977 avance sous une chaleur lourde. La sueur colle les chemises au dos, les climatiseurs ronflant aux fenêtres. Les trottoirs gardent jusqu'à tard le rayonnement de la journée. Les nuits devraient soulager. Offrir une respiration, mais elles deviennent le territoire du soupçon. Des gyrophares bleus et rouges éclaboussent les façades, des attroupements se formant derrière les rubans de police. Des journalistes se penchant, carnet à la main. Des témoins tremblants, des détectives et puis se refont 100 fois le même raisonnement dans des bureaux saturés de fumée. Les manches retroussées, les visages taillés, les cendriers pleins, les cartes punaisées au mur. Les photos alignent comme autant de rappels insoutenables que les temps passent et que les hommes qu'ils cherchent continuent de leur échapper. On voudrait croire qu'un tel tour laisse forcément une erreur. Une empreinte nette, un motif exploitable. Mais ce qui terrorise Ozzy, c'est sa capacité à se fondre dans le décor. Il semble toujours avoir un coup d'avance, ou peut-être n'est-ce qu'une illusion née du désordre, de l'épuisement, de la pression médiatique. Car plus l'affaire enflée, plus elle dévore tout. Les policiers sont scrutés, jugés. Presses daguerres, les journaux exploitant chaque détail. Les habitants bricolant leurs propres théories. Et au milieu de cette agitation, les victimes risquent presque de devenir des symboles abstraits, des visages réduits à une chronologie. Pourtant, derrière chaque attaque, il y a une vieille arrêtée nette, une famille convoquée en pleine nuit. Un couloir de hôpital au néon blafard, des parents qui cherchent encore à comprendre si qu'ils auraient un pouvoir. Prévoir, impeccable. Il y a des chaussures abandonnées près d'une voiture, une boucle d'oreilles retrouvée sur le sol. Une tache sombre qui s'étale sur un siège en sky. Le claquement sec d'une portière ouverte brusquement. Le cri d'un témoin qui n'a d'abord pas compris ce qu'il regardait. Le bourdonnement lointain de la ville qui continue malgré tout. Indifference en apparence, pendant que pour quelques, uns le monde vient de basculer. C'est celle que New York ressent sans toujours savoir le formulaire, la coexistence monstrueuse entre la routine et l'horreur. Quelqu'un commande un café, quelqu'un embrasse sa compagne, quelqu'un rit sur un trottoir, et à quelques rues de là. Une vieille peut s'éteindre dans un bruit bref. Il n'y a pas de musique dramatique pour annoncer le danger. Pas de signe clair, pas de frontière visible entre l'instant banal et l'instant fatal. Seulement cette ville immense, trouée de lumière, où l'on se persuade sans cesser que les tragédies arrivent aux autres, jusqu'au jour où les autres vous ressemblent trop. Le Summer of Sam, comme on l'appellera plus tard, n'est pas qu'une série d'attaques, c'est une contamination de l'imaginaire collectif. C'est la peur qui change la façon de vivre, de sortir, d'aimer, de s'attarder. C'est l'idée qu'un homme inconnu peut décider, depuis l'ombre, du rythme cardiaque de millions de personnes, et il y a quelque chose d'insupportable dans cette emprise. New York supporte la brutalité, elle supporte moins d'être humiliée, or il y a dans cette affaire une humiliation diffuse. Celle de ne pas comprendre, de ne pas maîtriser. De se sentir observé par quelqu'un qu'on ne voit pas, dans les rédactions, dans les commissariats, dans les cuisines des familles.
Le même sentiment grandit. Le homme derrière ses tirs n'assassine pas seulement des personnes. Il s'attaque à une certitude presque sacrée, celle qu'une ville aussi vaste. Osi dure, osi expérimenter. Finit toujours par reprendre le contrôle. Mais cet été-là, le contrôle vacille. Les couples deviennent prudents. Les chevaux se coupent, les regards changent. Les histoires se déforment en circulant. Certains prétendent avoir croisé un homme étrange près d'une voiture sombre. D'autres jurent avoir entendu des pas, vu une silhouette. Senti quelque chose d'anormal dans l'air. La mémoire. Sous l'effet de la peur, devient poreuse. Elle rajoute « Gummy !» Invente sans mentir vraiment. Chacun veut aider. Comprendre. Relire les points. Chacun participe, malgré lui, à la construction de cette figure insaisissable qui flottait au-dessus de la ville comme une menace sans corps et pendant si temps. Quelque part, au milieu de millions d'habitants, David Berkowitz vit encore sous un visage d'homme quelconque. C'est peut être cela le plus claquant quand on regarde cette histoire en face. L'écart abyssal entre l'ampleur du cauchemar qu'il provoque et l'apparence modeste, presque terne, de celui qui l'incarne, pas un démon tombé du ciel, pas une silhouette légendaire surgie d'un roman noir, un homme capable de circuler dans la foule, d'être oublié au premier regard, de laisser la ville projeter sur lui toutes les formes possibles de monstruosité pendant qu'il se déplace en son sein comme un habitant ordinaire. Mais au début de cette histoire, personne ne le voit encore ainsi. On ne voit que les conséquences. Les unes des journaux, les victimes, la chasse, les lettres, la sueur, les néons, les parking scruts, les téléphones qui sonnent trop tard, les mères qui attendent derrière leurs rideaux, les policiers qui rentrent à l'aube avec l'impression d'avoir poursuivi une ombre. Et c'est là que commence vraiment notre récit, non pas au moment de l'arrestation, non pas dans le soulagement final, mais au cœur de cette suffocation progressive. Quand New York comprend qu'elle est entrée dans une saison de chasse dont elle ignore encore la durée, la logique et le prix. Une saison où le moindre rendez-vous du soir peut devenir un dernier souvenir, où la ville entière écoute ses propres battements avec méfiance. Et où un surnom grotesque lance comme une provocation. Finit par s'installer dans toutes les têtes comme une présence réelle, dans les mois à venir. Il y aura des signes de crime éclairés par les flashs, des pistes absurdes, des fausses certitudes, des survivances hantées, des familles dévastées, des enquêteurs exténués, des journaux à femmes et un homme qui croira pouvoir dialoguer avec sa propre légende, mais pour l'instant. Il n'y a encore que cette nuit lourde, cette ville qui serre les dents. Et cette sensation terrible qu'un mal invisible apprend peu à peu à parler le langage même des sapiens au milieu des années 1970. New York ressemble à une ville qui tient debout par habitude plus que par confiance. Elle avance. Oui, mais avec les nerfs à vif. Le visage creuse par la fatigue. Les épaules durcies par des années de tension sociale. De crise économique, de criminalité omniprésente et de défiance à l'égard des institutions. Les façades portent la suie. Les cages d'escalier sentent parfois l'urine. Le métal chauffe. La poussière et la friture froide. Dans certains quartiers, les vitrines baissées trop tôt donnent à la tombée du jour un air de repli. Dans d'autres, les enseignes brûlent encore. Comme si la lumière électrique pouvait suffire à repousser à ces cuits dans les rues, la ville reste magnétique. Bruyante, sensuelle et mime. Pleine de musique, de circulation. De désordre, de promesses nocturnes. Mais sous cette énergie tremble une fragilité. On sent que tout peut basculer vite. Une panne de courant, une rixe. Une arrestation violente, une fusillade. Un incendie dans un immeuble mal entretenu. On corps retrouve trop tôt ou trop tard.
New York, à cette époque, n'offrait pas une sécurité tranquille. Elle propose autre chose. Un pacte implicite, si l'on veut vivre ici. Aimer ici, sortir ici, travailler ici, il faut accepter une part de risque. Comme on accepte le bruit des trains, les loyers trop chers, les couloirs sales, les foules denses, c'est l'idée permanente que l'on partage la ville avec des millions d'inconnus dont on ne saura jamais rien. C'est dans ce décor que s'inscrit l'histoire de David Berkowitz. Et c'est précisément ce décor qui va donner à ces crimes une portée presque démesurée. Car il n'arrive pas dans une ville paisible et qu'un tueur viendrait brutalement révéler. Il surgit dans une ville déjà tendue, déjà inquiète, déjà usée. Et il transforme cette inquiétude diffuse en obsession ciblée. Pour comprendre l'onde de choc, il faut d'abord regarder la matière humaine et urbaine dans laquelle elle se propage. New York est alors une mosaïque de quartiers aux identités fortes. Parfois fiers, parfois épuisés. Souvent sur la défensive, le Bronx. Brooklyn, le Queens. Manhattan, chacun vibrait à son rythme. Avec ses immeubles de briques, ses stations-service ouvertes tard. Ici, ses trottoirs fissures, ici, les épiceries de nuit. Ces jeunes qui traînent près des voitures. Ces couples qui cherchent un peu d'intimité loin des appartements trop petits et des familles trop proches. On vit serre, souvent bruyamment. Beaucoup de jeunes adultes n'ont pas d'espace ailleurs. Alors les voitures deviennent des refuges temporaires. Des salons clandestins, des observatoires de la nuit. On s'y embrasse, on s'y dispute. On y parle de l'avenir, du mariage, du travail, des rêves qu'on n'ose pas sur le fait formuler à voix haute. Une voiture garée n'est pas toujours un lieu suspect, elle peut être. Au contraire, l'un des rares endroits où deux personnes se sentent momentanément seules. C'est justement cette banalité-là qui rendra les attaques de Berkowitz si glaçantes. Il ne s'introduit pas dans des univers exceptionnels. Il fracture des instances ordinaires. Il abat des gens dans les tissus les plus banals de la vie urbaine, là où personne ne pense assister à la naissance d'un cauchemar public. Mais avant que le nom de son Sam ne circule comme une fièvre, avant les lettres, avant les unes tapagioses, il y a un homme dont l'existence semble longtemps se dissoudre dans la grisaille commune. David Berkowitz n'a rien, in apparence. Du prédateur spectaculaire que l'on imagine après scoop, il ne porte pas sur son visage l'annonce éclatante de la folie meurtrière. C'est peut-être même ce qui dérange le plus. Il ressemble à C.S. Holmes que l'on croise sans le voir, à ceux qui se fondent dans le décor des bureaux, des casernes, des immeubles anonymes, des rues où chacun marche vite sans mémoriser les visages. Cette banalité apparente n'annule pas le trouble intérieur, elle le dissimule. Et c'est dans ce décalage entre l'ordinaire visible et le chaos intime qui prend forme une part du contexte de cette affaire. Il y a, chez Berkowitz, quelque chose d'enfoui, de mal accordé au monde. Une manière d'habiter sa propre existence comme si elle avait toujours été légèrement décalée, jamais vraiment ancrée. Jamais vraiment apaisée, les biographies criminelles donnent souvent envie de chercher un moment précis. Un effet leur initial, une scène fondatrice qui expliquerait tout. La réalité est rarement aussi nette. Si qui prépare certains hommes à basculer n'est pas toujours un cataclysme unique. C'est parfois un empilement de frustrations, de fantasmes maladies, de solitude, de ressentiment, de vide affectif, d'incapacité à nouer des liens stables avec les autres êtres. Plus encore, d'incapacité à supporter sa propre insignifiance. Il existe des vies qui se sentent humiliées par leur propre petitesse, des existences qui ne supportent pas de n'être personne. De ne laisser aucune trace, de passer d'une journée à l'autre comme un visage interchangeable parmi d'autres. Pour certains, cette frustration se change en amertume silencieuse. Pour d'autres, elle cherche une scène
Berkowitz semble appartenir à cette seconde catégorie dans une ville crescente comme New York, où chacun lutte pour exister, être vu, être entendu, être reconnu. Il y a quelque chose de particulièrement corrosif à se sentir transparent. L'anonymat peut protéger, il peut aussi ronger. Et chez lui, il finit par nourrir une imagination violente. Un rapport alter au réel, une manière de se raconter à lui-même une importance monstrueuse autour de lui, portante. Le monde continue d'avancer avec l'indifférence mécanique des grandes villes, les gens surveillent, prenant le métro, sortant, draguant, boivant, se mariant, se séparant, reviennent tard, se plaignant du prix de tout, de la chaleur, de la saleté, des coupures, des embouteillages, des sirènes, c'est ces contrastes qui donnent à l'affaire sa texture particulière. La montée du mal ne suspend pas la vie, elle s'y incrustée. Il faut imaginer ces étés new-yorkais où l'air semble parfois ne plus circulaire, où les chemises collantes à la peau, où les fenêtres ouvertes laissent entre toutes à la fois les voix, les radios, les disputes des voisins, les klaxons, les rires, les moteurs et cette fatigue passe des villes surchauffées. La nuit n'apporte pas toujours la paix. Elle apporte une forme de relâchement, une sorte d'avantage. On reste dehors, les parcs, les trottoirs, les voitures garées. Les stations-service et les coins places discrètes deviennent des prolongements de la journée, c'est dans cette disponibilité nocturne. Dans cette habitude d'occuper l'espace après le coucher du soleil, que le terrain du futur tueur se dessine, il n'invente pas une ville parallèle, il exploite les interstices d'une ville qui vit tard, et pendant qu'il prépare ses passages à l'acte. Personne ne voit encore une logique commune. Les premières attaques, replacées dans leur époque, ne s'annoncent pas comme les chapitres d'une même histoire. Elles surgissent dans une ville où les violences armées ne sont malheureusement pas impensables. Un coup de feu, une agression, un fait divers sanglant n'ont pas besoin d'un tueur en série pour exister. C'est justement ce qui retarde la compréhension globale. Chaque scène de crime est d'abord louée à travers les catégories habituelles. Vengeance, affaire personnelle. Drame local, jalousie. Hazard criminel, il faudra du temps pour que les points s'alignent. Pour que les ressemblances deviennent inquiétantes, pour que l'opinion publique comprenne qu'un seul homme semble se déplacer à travers la ville avec une méthode, ou du moins avec une répétition suffisante pour fabriquer un motif. Entre-temps, le contexte social amplifie toutes les médias. Déjà puissantes, trouvant dans cette affaire la matière idéale d'une narration sans fin. Une ville abîmée, des nuits dettes, des jeunes victimes, un tireur invisible. Une police sous pression et bientôt une signature. Il ne s'agit plus seulement d'inquiéter. Il s'agit de raconter. Or, lorsque le crime est raconté à l'échelle d'une métropole nerveuse, il change de nature. Il cesse d'être une suite de faits pour devenir un climat. Les radios en parlent, les journaux les talent, les habitants l'intégrant à leur routine mentale. On commence à se transmettre des recommandations, des descriptions, des rumeurs. On reformule les faits en fonction de ses peurs. On ajoute parfois des détails faux parce qu'ils semblent plausibles. On retire les nuances parce que l'angoisse préfère les certitudes aux complexités. Le contexte, ici, ne tient donc pas seulement à la biographie du tueur ou à la géographie de la ville. Il tient aussi à la manière dont une société fatiguée devient perméable à une menace qu'elle ne parvient pas à contenir. Il y a, dans cette affaire, une rencontre presque parfaite entre un homme avide de puissance symbolique et une ville prête, malgré elle, à lui en fournir. La solitude de Berkowitz ne doit pas être comprise comme une simple tristesse grise. Sans relief, c'est une solitude chargée d'électricité mauvaise.
de rancœur, de désirs déformés. Des fantasmes queer remplacent les rapports humains réels. Le monde extérieur ne lui renvoie ni l'amour, ni la place, ni la reconnaissance qu'il veut croire mériter. Alors ce monde devient peu à peu une cible, non pas sous la forme abstraite d'une théorie, mais sous la forme concrète de corps accessibles, de vies qu'il peut interrompre, de couples qu'il peut surprendre, d'un ordre intime qu'il peut briser. Sans prendre à des couples n'est jamais neutre. Il y a là une violence qui vise plus que la chair. Elle vise les liens, la tendresse, la proximité, l'idée même de partage à deux. Celle de quelque chose d'un regard extérieur, exclu. Possiblement envieux, possiblement haineux. Sur chose qui semble appartenir à une vie affective et dont lui se sent rejeté. Quand un homme ne supporte plus d'être seul, il peut se détester lui-même quand cette solitude se mélange à la frustration sexuelle, au sentiment d'échec et une imagination délirante et à un besoin de domination. Elle peut aussi chercher à punir qui incarne ce dont il se croit privé dans la voiture de deux jeunes gens arrêtent pour parler. Pour s'embrasser ou simplement pour prolonger la soirée, il n'y a pas seulement des cibles faciles. Il y a une image insupportable pour celui qui rôde dehors, celle de l'intimité ordinaire, de la complicité, d'une douceur à laquelle il ne participe pas. Le contexte psychologique de l'affaire se niche aussi là, dans cette collision entre le désir de proximité et la haine de ceux qui la vivent. Puis viennent les lettres, et avec elles un autre niveau de compréhension. Car Berkowitz ne veut pas uniquement agir, il veut encadrer ses actes par un récit. Il veut imposer sa présence au-delà des scènes de crime. Il veut passer du statut d'inconnu meurtrier à celui d'entité nommée commenté. Redouté, les tueuses qui écrivent révélant souvent une autre femme que celle de détruire. Ils veulent faire connaître l'image de leur propre monstruosité. Ils refusent d'être seulement recherchés, ils veulent être imaginés. Dans une ville nourrie au papier journal, à la radio, au sensationnel, ces gestes ont une puissance redoutable. Il donne au tueur une voix qui dépasse la police. Il lui permet d'entrer dans les appartements, les dîners, les conversations, sans avoir à tirer une seule coupe de feu de plus. Le contexte médiatique devient alors essentiel. Les mots circulent aussi vite que les balles ont circulé auparavant. Les lettres ne disent pas seulement quelque chose du tueur. Elles indiquent qu'il comprend le théâtre de la peur. Il sait que le mystère nourrit la panique, que la provocation désoriente les enquêteurs, que le surnom frappe les esprits plus vite qu'un homme civil. Il comprend que la ville ne poursuit plus seulement un homme, mais une figure, et place la figure grossie. Place le homme réel pute, pendant en temps. Se dissoudre derrière elle, New York de 1976 et 1977 est aussi une ville de défiance croissante. Les habitants ne font pas automatiquement confiance aux autorités pour les protéger, ils savent les lenteurs, les rates, les maladresses possibles. Ils savent la fatigue des institutions. Ils sentent la distance entre les conférences de presse et les trottoirs. Cette défiance renforce encore l'effet produit par Berkowitz. Si la police n'arrête pas vite les tireurs, alors cela peut remplir les vides, les conseils circulants, les théories proliférantes, les gens s'improvisant enquêteuses depuis leurs fenêtres, leurs taxis, leurs commerces. Chacun croit voir un signe dans son détail. Le contexte devient presque organique. La ville entière participe involontairement à l'épaisseur du cauchemar, même ceux qui ne sortiront jamais tard le soir, même ceux qui ne ressemblent pas aux victimes, même ceux qui vivent loin des scènes de crimes se sentent concernés. Car ce que l'affaire révèle, si il n'est pas seulement qu'un homme tué, c'est ce qu'un homme ordinaire peut, dans les fissures d'une ville immense, imposer sa présence à tous sans que personne ne sache d'où il viendra la prochaine fois, et cette idée-là dépasse de loin les victimes immédiates. Elle touche au sentiment fondamental de sécurité urbaine, déjà vacillante à l'époque.
Dans les foyers, l'espérance regarde leurs enfants autrement. Les jeunes femmes évaluent le moindre déplacement. Les garçons qui accompagnaient leurs compagnes avec légèreté découvrant soudain la conscience brutale de leur impuissance possible. Les couples écourtant certaines nuits. Les jeunes levant les yeux vers les parkings obscurs, vers les voitures immobiles, vers les silhouettes qui tardent trop. Le contexte social se transforme alors en décor moral. Chacun fait l'apprentissage d'une vigilance nouvelle. Ce n'est pas encore la terreur absolue du pic médiatique, mais ce n'est déjà la préparation. L'air est plus dense, les habitudes se modifient par petites touches. On ne le sait pas encore complètement, mais la ville commence à vivre en fonction d'un homme qu'elle ne connaît pas. C'est aussi qu'elle qu'il faut comprendre avant d'entrer plus loin dans le récit. L'affaire son of Sam n'est pas d'un seul coup. Elle est sédimentée. Elle se dépose sur une ville déjà nerveuse. Sur une population déjà usée, sur des nuits déjà chargées de danger, sur un homme déjà travaillé par ses démons. Puis, lentement, tout cela se rejoint. Le terrain urbain, la solitude du tueur, les habitudes nocturnes des jeunes couples, la puissance des médias, la fragilité du lien de confiance entre la population et la police, la circulation des rumeurs, la chaleur écrasante de l'aide, le besoin du tueur de se donner un rôle autonome. Chaque élément, plus seul, ne suffirait pas à fabriquer la légende noire, ensemble. Ils composent un dispositif presque parfait, une ville immense qui doutait déjà d'elle-même. Un prédateur qui veut être vu sans se montrer, des victimes qui incarnent la jeunesse. L'amour, l'ordinaire, une presse avide d'incarner la peur. Au centre, si glissement insensible par lequel on fait divers devient un phénomène, puis une psychosie, puis un moment historique inscrit dans la mémoire collective. C'est dans cette matière-là que s'ouvre vraiment l'affaire, avant les coups de fou qui marqueront les esprits, avant les surnoms scandés comme un avertissement, avant les filets de journalistes et les schémas d'enquête punaisés au mur. Il y a Citero, une ville chaude, nerveuse, vulnérable, est un homme qui, depuis ses marges intérieures, elle a prêté à lui faire porter son propre désordre. Elle se souviendra d'abord des choses absurdes. Pas du bruit exact, pas tout de suite du sang. Pas même de la douleur dans sa forme la plus nette, mais de détails minuscules. Presque honteux dans leur banalité, comme si la mémoire. Pour survivre au pire, avait commencé par s'agripper ainsi qu'elle pouvait encore nommer sans s'effondrer. La chaleur, par exemple. Cette chaleur de l'être new-yorkaise qui reste accrochée au siège des voitures bien après le coucher du soleil, qui fait coller les vêtements au creux du dos, qui la hisse sur la nuque une fine humidité salée. Elle se rappellera aussi l'odeur mêlée du vinyle, du parfum, de l'essence qui flotte toujours un peu près des rues encore animées. Et si silence relative, pas un vrai silence bien sûr. Plutôt cette parenthèse sonore typiquement urbaine où les grands bruits de la ville paraissent, lointains, assourdis, comme si New York retenait un instant son souffle sans jamais cesser complètement de vibrer. Une radio jouait peut-être plus tôt dans la soirée. Une chanson avait pu rester suspendue dans sa tête sans qu'elle s'en aperçoive. Il y avait eu des rires, ou quelque chose qui y ressemblait. C'était détente légère qui suit les heures passées dehors lorsque la nuit donne l'impression que tout peut encore durer un peu. Rien, absolument rien. Dans cet instant-là ne peut être la marque d'une fin. CSC qui rendra son souvenir presque insoutenable plus tard, l'idée qu'une existence ne s'effondre pas toujours sous un ciel dramatique. Avec des signes avant-coureurs et une musique menaçante, mais au milieu d'une seconde ordinaire. Dans une voiture immobile, entre deux phrases anodines. Dans ces temps flottants où l'on pense encore être en sécurité parce qu'on n'a aucune raison précise de croire le contraire. Plus tard, quand les enquêteurs lui demanderont de revenir sur cette nuit, de ralentir le film.
de chercher le moindre détail. Elle découvrira que la mémoire traumatique n'obéit à aucune logique réconfortante. Elle donne trop d'importance à certains fragments et n'efface d'autres avec une cruauté presque méthodique. Elle se souviendra d'avoir tourné la tête, d'avoir vu une silhouette, peut-être, ou plutôt d'avoir perçu une présence qui, sur le moment, n'avait pas encore de sang, une masse humaine dans l'obscurité. Quelque chose qui approchait de cette nuit-là, quelque chose d'assez proche pour devenir réel. Mais ils sont encore trop flous pour déclencher le signal de la panique. Dans une grande ville, on croise des silhouettes partout. On apprend à ne pas s'alarmer immédiatement. On apprend à classer les ombres parmi les choses normales de la nuit. C'est ce réflexe-là qui condamne parfois à ne pas comprendre assez vite. Il n'y a pas de panneau en compte le danger. Seulement un homme qui surgit dans la chambre du réel avec une brutalité que l'esprit n'essaie pas immédiatement traduire. Elle ne dira pas qu'elle a vu un monstre. Personne ne voit un monstre en première. On voit un homme ou même moins qu'un homme. Une forme, une présence. Un mouvement. Le horreur ne vient qu'après. Quand le cerveau rattache ce qu'il vient de capter à ce qui vient de se produire, avant cela, il n'y a qu'un flottement, une hésitation. Le temps d'une seconde pendant laquelle on ne comprend pas encore que sa vie est en train de basculer, puis le bruit. Sec, trop sec. Pas le bruit exagéré des films, pas un fracas théâtral. Mais une détonation qui casse l'air d'un coup et laisse derrière elle une sensation de vide. Il y a des bruits qui ne ressemblent à rien d'autre. Le premier coup ne s'entend pas seulement avec les oreilles, il entre dans le corps. Il fait se contracter les épaules, durcit la mâchoire. Suspend la respiration. On ne sait pas encore si l'on a été touché, si l'autre l'a été, si le danger est terminé ou s'il recommence déjà. Le temps se disloque aussitôt. Les secondes se sentent s'aligner proprement. Elle se souviendra que son compagnon bouge ou tente de bouger. Peut-être un geste instinctif, peut-être une tentative pour se retourner. Peut-être rien de plus qu'un sursaut. Elle se rappellera le chaos intérieur de ces instants. Le fait de comprendre tout à la fois et de ne rien comprendre du tout. Le corps se ravente la pensée. Il sait qu'il faut se baisser. Crier. Fuir, protéger. Respirer, mais l'esprit reste en arrière. Comme si courir après les événements avec un retard insupportable. La douleur. Quand elle viendra, ne ressemblera pas d'abord à ce qu'elle avait imaginé. Si ne sera pas immédiatement une grande lame claire traversant le corps, si sera peut-être une chaleur violente. Un impact, une sensation d'étouffement. L'impression d'avoir été frappé de l'intérieur, puis tout se mélangera. Le goût métallique dans la bouche, les mains qui cherchent un appui. Le siège devenu soudain un espace hostile, les vitres. Les portières, la nuit tout autour qui n'a pas changé à leur squale. Elle vient de quitter brutalement le monde ordinaire, son témoignage. S'il fallait le réduire à sa vérité la plus nue, dirait peut-être ceci. Le pire n'est pas seulement la violence, c'est la vitesse avec laquelle elle transforme un moment intime en scène de guerre. Une voiture est faite pour protéger, transporter, envelopper en une seconde. Elle devient un piège étroit, un volume saturé de panique où l'air semble manquer. Elle essayera plus tard de raconter le visage de l'autre, celui qu'elle aimait. Celui qui se trouvait là avec elle, celui qui partageait encore quelques secondes plus toute la banalité douce de la soirée. Mais le traumatisme découpe les êtres comme il découpe les temps. Le visage de l'être aimé se fragmente en détails atroces. La façon dont la tête bascule, la lenteur anormale d'un mouvement, l'absence de réponse immédiate, les yeux qui ne regardent plus de la même manière. Elle appellera son nom, une fois. Avec cette montée de voix que connaissons tous, ceux qui sentent que le réel leur échappe et qui tentent de les recoudre par la seule force de l'appel,
répondent « Bouge, regarde-moi ». Dis quelque chose, mais le monde ne se laisse pas rétablir par la volonté. Et c'est là que naît une autre blessure, plus profonde parfois que la chair déchirée. Voir l'autre atteint, ne pas savoir comment l'aider. Sentir que tout ce qu'on a appris de la vie ordinaire devient inutile, les gestes qu'on croyait connaître ne servent plus. Ouvrir une portière demande un effort immense, crier ne garantit rien. Courir paraît impossible et nécessaire à la fois. Dans les témoignages de la victime survivante, il y a presque toujours 6 moments de dissociation, cet instant où elle se voit agir comme de l'extérieur. Une partie d'elle hurle, l'autre observe. Une partie saigne, l'autre enregistre la lumière d'un réverbère sur le capot. La couleur d'une chemise, un bruit de pas qui s'éloigne. Elle n'aurait jamais cru que la peur peut être aussi physique. On parle souvent de terreur comme d'une émotion. Mais cette nuit-là, elle la sentira comme une matière. Quelque chose qui serre la gorge, qui refroidit les mains, qui désorganise les muscles, qui rétrécit le monde à 3 priorités primitives. Survivre, comprendre, retenir l'autre encore un peu parmi les vivantes est portant. Mime dans ce chaos, l'esprit continue de produire des pensées absurdes. Presque scandaleuses, pas maintenantes. Pas nous, pas comiques. Comme si l'injustice devait encore être négociée avec le destin. Comme s'il suffisait de refuser intérieurement la scène pour qu'elle s'interrompe. Mais elle ne s'interrompt pas. Elle se prolonge dans un vacarme de plus en plus net. Les voix lointaines qui se rapprochent, une portière qu'on ouvre enfin. Des gens qui courent, quelqu'un qui demande ce qui s'est passé avec cette voix trop forte. Trop incrédule, les pneus d'une voiture au loin. Puis peut-être une sirène, ou l'attente interminable d'une sirène qui tarde quelques secondes de trop. Dans un récit classique, les secours apparaissent comme une bascule claire entre l'horreur et le sauvetage. Dans le témoignage réel d'une victime, les secours n'apportent pas tout de suite le soulagement. Ils apportent un autre chaos. Organisent celui-là. Mais tout aussi violent pour les sons, des mains inconnues vous touchant. Vous immobilisant, vous interrogeant. Où avez-vous mal? Combien étaient-ils? Vous le connaissiez. Restez éveillés? Regardez-moi, ne bougez pas. La nuit continue autour de vous avec une indifférence presque injurieuse. Des inconnus observant. Des visages se penchant. Des regards essayant de comprendre. Et pendant ces temps, votre monde personnel se concentre sur un seul point. L'autre respire-t-il encore? C'est peut-être ici que le témoignage devient le plus déchirant. Parce qu'il n'est plus seulement celui de quelqu'un qui avoue le mal, il devient celui de quelqu'un qui avoue l'amour. L'amitié ou la simple proximité humaine soudain exposée à une violence purement arbitraire, rien n'avait conduit à qu'elle. Aucune dispute préalable, aucun ennemi identifié, aucun contexte qui pourrait offrir une logique rassurante, et cette absence de logique produit une blessure supplémentaire. Car lorsque le mal a un motif, mime tordu, l'esprit peut tenter de l'encercler. ICI. Il n'y a d'abord que le vide. Pourquoi nous? Pourquoi ici? Pourquoi ici histoire? Pourquoi, sans un mot, la victime survivante devient alors plus qu'un témoin judiciaire? Elle devient l'incarnation de la question que toute la ville commence à se poser dans sa bouche tremblante. Dans ses souvenirs brisés, dans ses hesitations et ses trous noirs, il y a déjà l'angoisse collective en train de naître. Les enquêteurs le sentent. Derrière ces corps blessés, derrière cette femme ou cet homme qui cherche ses mots, quelque chose de plus vaste se dessine. Une menace qui ne relève ni de la passion ni du hasard pur, mais de la répétition. Quelqu'un wrote. Quelqu'un choisit. Quelqu'un repart. Et celui ou celle qui survit comprend, souvent avant même les titres des journaux,
Que le tireur ne l'a pas seulement atteint elle, le témoignage n'est que se passe. Il change simplement de forme. Il quitte la rue et l'hôpital pour s'installer dans la chambre. Dans les couloirs, dans les insomnies. Dans les réponses faites à la famille. Dans les regards des médecins. Dans les silences lourds quand on comprend que tout le monde attend de vous quelque chose en détail. Un visage, une phrase, une explication. La victime survivante devient malgré le dépositaire d'un savoir qu'elle n'a pas choisi et qu'elle ne possède qu'une miette. On lui demande de se souvenir alors qu'elle cherche d'abord à ne pas revivre la scène. On lui demande d'aider à nommer l'homme qui a tiré alors que. Dans sa tête, il n'est encore qu'une apparition hachée de nuit et de bruit. Si n'est pas seulement parler, c'est retourner vers le lieu intérieur où l'on a failli mourir et où quelqu'un d'autre est peut-être mort devant vous. C'est rouvrir une porte que l'instinct voudrait condamner à jamais. Elle se rappellera l'hôpital comme un monde blêmé et trop propre. Le froissement des draps, les néons qui ne connaissent ni la horreur ni la pudeur. Elle se souviendra de la douleur, oui, mais aussi de cette autre sensation, plus étrange. L'impression d'être à la fois sauvé et exilé de sa propre vie. On est encore là. Et pourtant, tout a déjà changé de texture. Les proches entrant avec des yeux qu'on ne leur connaissait pas. Les mots deviennent précautionneux. Chacun veut être forte. Chacun échoue un peu. Les parents posent la main sur le drap comme s'ils vérifiaient que le corps est encore chaud. Les amis parlent trop vite ou pas assez. Et la victime. Allongée, comprend qu'elle a franchi une frontière invisible. Elle n'est pas seulement celle qu'elle était avant la nuit. Elle est désormais celle à qui qu'est arrive. Celle qui porte dans sa chair et dans sa mémoire une scène que les autres ne pourront approcher qu'à distance dans les récits publics. Les survivants sont souvent présents comme des sources d'information, parfois comme des miracles vivants. Mais le témoignage véritable est moins propre, moins héroïque. Plus humain, il est plein de contradictions. La victime veut se souvenir et oublier. Elle veut que l'on trouve le coupable et elle déteste que son visage devienne une affaire. Elle veut être crue, aidée, entendue, mais pas regardée comme une preuve ambulante. Elle veut retrouver sa vie d'avant, tout en comprenant, avec une lucidité terrible, que cette vie d'avant ne reviendra jamais exactement. L'après se met à peser très vite, le bruit d'une portière dans la rue peut faire sauter. Une silhouette près d'une voiture peut figurer le sang. Le soir tombé, le corps s'éteint avant même que l'esprit formule la pure. Dormir devient un travail. Fermer les yeux revient parfois à rallumer la scène. Le coup de fou n'est plus seulement un événement passé. Il devient une possibilité qui habite l'avenir. Et c'est là que le témoignage individuel rejoint la grande affaire collective. Car si qu'évite la victime survivante à l'échelle intime, New York va bientôt le vivre à l'échelle d'une métropole entière. Une ville qui sursaute, une ville qui projette la menace sur les silhouettes ordinaires. Une ville qui n'entre plus dans la nuit de la même façon, pourtant. Au centre de tout cela, il demeure une vérité nuée, presque silencieuse, que les gros titres finissent souvent par recouvrir. Cette histoire commence pour la victime, non comme un phénomène, mais comme une rupture charnelle, sensorielle, irréparable. Elle commence dans une voiture où l'on parlait peut-être de rien, sous un ciel que l'on n'avait pas pris le temps de regarder. Dans une chaleur un peu lourde, avec des cheveux collés à la tempe, une main posée quelque part, un demi-sourire, un mouvement du cou pour répondre à l'autre, puis un homme apparaît. Et avec lui la fin brutale de l'innocence. Tout le reste, les journaux, les surnoms, la psychose, les analyses, les cartes, les conférences de presse, viendra après le premier témoignage. Lui gardait toujours la forme d'une blessure ouverte.
Il dit qu'avant d'être une affaire célèbre, avant d'être un nom gravé dans la mémoire criminelle d'une ville, Son of Sama était cela, l'éruption d'une violence sans visage dans un moment de tendresse ou de simple proximité humaine. Et le regard d'un survivant qui comprend trop tard qu'il vient de voir l'ombre d'un homme capable de voler à d'autres lieux à venir en quelques secondes, l'incident. Dans les grandes affaires criminelles, n'arrive presque jamais comme une scène déjà encadrée par son importance future. Il ne descend pas sur la ville avec un panneau annonçant qu'un basculement historique vient de commencer. Il prend d'abord la forme d'une anomalie locale, d'un frisson isolé dans l'immense organisme urbain, d'un événement de plus dans une métropole qui en avale de sentences. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose s'ouvre, pas encore un mythe, pas encore une légende noire, seulement une fissure. Une de ces fissures que personne ne voit vraiment au moment où elle apparaît, mais dans laquelle. Plus tard, on distinguera l'origine du vertige. New York, in 1976. Porte déjà ses propres blessures, ses tensions, ses colères, ses fatigues. La ville cède le bruit des sirènes, l'éclat des gyrophares sur les façades de briques, le tremblement des métros sur les trottoirs, les portes claquées trop fort dans les halls d'immeubles, les disputes qui montent des fenêtres ouvertes, les appels lancés d'un trottoir à l'autre. Elle connaît la violence, mais elle ne connaît pas encore cette forme précise de violence. Là, cette manière de faire de la nuit un territoire de chasse où le banal devient soudain fatal, au départ. Il n'y a qu'une voiture arrêtée, rien qui attire l'œil plus qu'une autre. Rien d'exceptionnel dans le fait qu'un jeune couple s'isole un moment dans un véhicule station, à l'écart relatif du vacarme. Dans cette parenthèse de la nuit où l'on parle plus basse, où l'on rit sans craindre d'être entendu par toute la maison, où l'on s'autorise encore quelques minutes avant de rentrer, il y a la chaleur de l'aide qui ne cesse pas entièrement retirée des sièges. L'air un peu épaisse des soirées de juillet, les lampadaires qui n'éclairent jamais complètement mais assez pour donner aux carrosseries une lueur molle. Presque humide, il y a les bruits ordinaires de la ville en fond. Jamais absents, seulement placés loin. Une radio qui jouait au loin, un moteur qui redémarre quelque part. Le claquement d'une portière dans une rue voisine, les pas d'un passant qu'on oublie aussitôt. Et puis il y a ces sentiments si banals qu'ils en deviennent tragiques après coup. Celui d'être momentanément à l'abri, pas du monde entier, mais au moins du regard des autres, au moins de l'agitation. Dans l'habitacle, la conversation a sans doute son rythme propre. Ses silences, ses hesitations, ses mots tendres ou maladroits. Rien, absolument rien. Ne porte encore le sceau de l'horreur à venir, c'est ce qui donne à l'incident sa cruauté profonde. Il ne fracasse pas un moment déjà tendu, déjà dramatique. Il déchire un instant ordinaire. Il fait irruption là où la vie se croit simplement en train de continuer. L'homme qui approche n'a pas l'apparence du cauchemar. Il n'est pas pressé d'un fracas. Il n'arrive pas comme arrivent les monstres dans les récits que l'on raconte ensuite pour se rassurer, avec des signes évidents. Une silhouette trop sombre, une folie visible depuis l'autre bout de la rue. Ils viennent comme viennent les inconnus dans une grande ville, avec cette banalité trompieuse qui désarme les réflexes. On peut l'apercevoir sans le voir. On peut enregistrer sa présence sans la comprendre. Un mouvement près de la voiture, une forme qui se détache de l'ombre. Quelqu'un qui semblait approcher trop près, trop vite. Ou peut-être pas encore assez pour alerter, le cerveau humain déteste reconnaître immédiatement le pire. Il préfère d'abord les hypothèses ordinaires, un passant. Un type perdu, quelqu'un qui regarde. Une jeune passagère, le temps que la peau trouve sa place. Il est souvent déjà trop tard quand le premier coup part. Il ne transforme pas seulement la nuit, il la déchire. Le bruit est sec, brutal.
presque irréel tant il surgit au milieu d'une scène qui, une seconde place toute. N'appelait rien de tel dans l'espace étroit de la voiture. La détonation semble plus grande que le monde. Elle n'est pas qu'un son. Elle est un impact qui traverse l'air. La peau. La pensée. Le corps réagit avant l'esprit. On se baisse, on se figure. On se retourne, on crie peut-être. Ou l'on reste muet sous le choc. Le temps. Louis cesse de se comporter normalement. Il ne file plus, il se casse. Les gestes deviennent à la fois trop lents et trop rapides, un visage tourné. Une épaule heurte la portière. Une main cherche une poignée sans la trouver tout de suite. Les yeux tentent d'identifier ce qui est en train de se produire alors que le réel, déjà, s'est emballé. Le tireur ne parle pas. Ou si quelque chose sort de sa bouche, s'il n'est pas ce que la mémoire retiendra. Ce que la mémoire retiendra, c'est la sécheresse du passage à l'acte. Son refus de toute humanité préalable, il n'y a pas de confrontation. Pas de scène, pas de dispute. Pas même l'esquisse d'une logique. Juste la décision de faire feu sur des êtres assis dans une voiture. La violence pure parfois cette forme-là, non pas l'explosion émotionnelle. Mais l'exécution froide d'un geste prépare, puis vient un autre coup. Et peut-être un autre encore à l'intérieur du véhicule. L'espace se réduit à presque rien. Le tableau de bord, les vitres, le volant. Les sièges deviennent des éléments hostiles. Des surfaces contre lesquelles les corps se cognent dans un chaos, quoi aucun d'eux n'avait imaginé de voir traverser. L'incident ne dure sans doute que quelques secondes, mais ces secondes contiennent déjà toute la matière du cauchemar futur. Elles contiennent la panique animale, la sidération, la douleur, l'incompréhension, le sentiment d'être pris au piège dans un lieu qui, une minute place toute, servait précisément à se mettre à l'écart du monde, dans les grandes villes. Les voitures garées la nuit sont des boules. On y croit le danger à distance. Berkowitz, Louis, faire de ces boules des cercueils potentiels, et c'est là que son crime prend une dimension si perturbante. Il ne s'attaque pas seulement à des personnes, il s'attaque à une forme d'intimité urbaine. Un si petit théâtre discret des relations humaines où l'on se croit à moitié caché, à moitié protégé. Le premier incident, ou plutôt les premiers passages à l'acte qui seront ensuite, rattachés à la même trajectoire meurtrière, fonctionnant ainsi comme une profanation du banal. Le couple dans la voiture n'a rien d'un symbole au moment où il est fils. Mais il le devient après. Il devient l'image même de l'innocence ordinaire frappée dans un espace de confiance relative. Après les coups de fou, il y a le silence. Ici qui ressemble à du silence lorsqu'on sort de la détonation. Un silence qui n'est pas vraiment un... Car la ville continue autour. Mais qui? Pour ceux qui viennent d'être frappés à la densité suffocante du vide, les oreilles bourdonnantes, les mouvements sont désorganisés. Le sang, c'est l'on envoie. N'est pas encore immédiatement compris comme du sang, il est d'abord une tache, une chaleur, une humidité anormale. Le cerveau refuse la scène avant de l'accepter. Il cherche une erreur, une confusion, une autre explication. Mais le corps, lui, c'est déjà, il sait que quelque chose d'irréversible s'est produit. Dans la voiture, l'un appelle peut-être l'autre par son prénom. Le prénom se répète, il devient une prière involontaire. Un silence vers quelqu'un qui s'éloigne déjà, répond. Bouge, regarde-moi. Et dans cette répétition, dans cette tentative désespérée de ramener l'autre au monde ordinaire par la seule force de la voix, il y a toute la tragédie des scènes de ce type. La mort ne vient pas toujours comme une grande abstraction. Elle vient comme l'absence soudaine de réponse d'un visage familier. Le tireur, Louis, repart.
C'est l'un des aspects les plus claquants de l'incident. Il ne reste pas pour contempler. Il ne s'attarde pas, il ne revendique pas encore. Il n'a pas besoin de théâtraliser le moment sur place. Son geste est déjà accompli. Il s'éloigne dans la nuit new-yorkaise comme s'il se réintégrait dans le flot anonyme des hommes quelconques. C'est très cuit. Plus tard, donnera à l'affaire sa dimension spectrale. Un homme surgit, tired, disparate. Il n'y a presque rien à saisir. Pas de scène prolongée, pas de témoin net. Pas de dialogue, pas de visage longuement exposé sous un lampadaire. Seulement des secondes de feu, puis le retour du noir. Du douter de la ville immense qui engloutit celui qu'elle n'a pas encore nommé. Les secours arrivant toujours après, et leur arrivée modifie la scène sans apaiser immédiatement la terreur. Quelqu'un a entendu, quelqu'un a crié. Quelqu'un a couru prévenir. Une première silhouette se penche vers la voiture sans oser trop toucher. Puis une autre. On demande ce qui s'est passé avec cette voix mêlée d'urgence et d'incrédulité qui prenait les gens devant une violence trop soudaine. Les lampadaires donnant à la scène une lumière jaune, presque sale. Les phares des véhicules voisins découpant des ombres nettes sur le bitume, les sirènes finissant par approcher. D'abord lointaines, puis de place en place présentes. Jusqu'à envahir tout l'espace sonore, des policiers descendent vite. Les mains déjà prêtes, le regard aiguisé par l'habitude maïs encore incapable de tout comprendre. Un ambulancier ouvre une trousse. Quelqu'un ordonne de ne pas bouger. Quelqu'un d'autre essaie de maintenir une conscience qui vacille. L'incident devient alors une scène de procédure. Mais cette procédure ne recouvre jamais totalement le horreur brut. Les gestes professionnels s'accumulent autour des blessés ou des corps. Et pourtant, le sentier reste là, insoluble. Pourquoi? Pourquoi ici? Pourquoi you? Pourquoi sans motif apparent? La première réaction des autorités, comme souvent, chercher une logique familière et une vengeance. Indifferent, une mauvaise rencontre. Un homme jaloux, un règlement de compte. On regarde les victimes comme on regarde toujours les victimes au début d'une enquête, avec cette nécessité froide de reconstruire le contexte intime pour y trouver la cause. Qui fréquentaient elles ou étaient-elles passives? Avaient-elles des ennemis? Quelqu'un les suivait-il? Y avait-il eu des tensions récentes? C'est une méthode. Elle est rationnelle, elle est nécessaire. Mais dans le cas de Berkowitz, elle va d'abord manquer son objet profond. Précisément parce que l'objet profond n'a rien d'une logique intime au sens habitué, le tueur n'est pas dans le cercle proche. Il laisse des hausses, elle observe. Il choisit, il projette sur des inconnus ce qu'il porte en lui. C'est ce décalage entre les habitudes d'enquête et la nature réelle du crime qui donnera à l'affaire ses premières zones de brouillard, l'incident. Louis continue pourtant de se déposer dans la mémoire des proches et des survivants. Il se réjouit dans la tête de ceux qui étaient là. Il se déforme déjà un peu sous l'effet de la peur. On se demande si l'on a vu une voiture, une veste, une démarche, une couleur. On croit se souvenir d'un détail, puis le détail vacille. La nuit, si banale quelques heures plastotes, devient rétrospectivement saturée de signes. Si brut-là avait-il déjà un sens? Cette silhouette aperçue au coin de la rue, si y sentiment fugace que quelque chose ne l'allait pas. La mémoire traumatique fabrique ainsi des éclats, jamais une image propre. Et pendant que les témoins tentent de rassembler ces morceaux, la ville. Elle continue presque normalement. Ignorante encore de ce qui vient de se mettre en marche, car le plus terrible dans cette affaire. C'est peut-être cela, au moment où l'incident a lieu. Personne ne sait qu'il s'agit d'un commencement. La ville ne s'arrête pas. Les bars fermentent leur heure, les bouts passants. Les couples rentrent chez eux,
Les journaux du lendemain relateront peut-être le drame comme un fait divers parmi d'autres. Suffisamment grave pour marquer le calme, pas encore assez singulier pour annoncer une série. Mais sous cette apparente continuité, quelque chose change. Une possibilité nouvelle vient d'entrer dans l'air, celle qu'un homme puisse. Depuis l'ombre, choisir des inconnus dans leur voiture et faire de les supports de sa propre folie. Les incidents suivants, lorsqu'ils surviendront, révéleront le souvenir du premier avec une force rétrospective terrible, si équiparé cet isolé prendra soudain un sens. Ou du moins une structure. Les ressemblances remonteront à la surface. Même type de scène, même type de vulnérabilité, même surgissement, même sécheresse des tirs, même disparition. Et alors seulement on commencera à comprendre que l'on n'avait pas assisté à un accident monstrueux. Mais au début d'une séquence, portant, dans l'instant initial, il n'y a encore que la matière pure de l'agression. Un corps qui s'affaisse, un autre qui essaie de fuir ou d'appeler. Des mains tachées qu'on regarde avec stupeur comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, les bitumes qui reflètent par endroits la lumière des gyrophares. Les policiers qui se penchent, puis se redressent avec ces visages fermés qui prennent ceux qui devinent déjà la gravité des qu'ils viennent de découvrir. Les voisins, derrière leurs fenêtres, qui écartent un rideau sans oser l'ouvrir complètement. Les journalistes, parfois, qui arrivent déjà avant que la scène ne soit totalement refermée, attirés par la promesse obscure d'un drame nocturne. L'incident ne devient public qu'après. Mais son Noël, lui, est presque toujours le même. Quelques secondes pendant lesquelles la violence s'abat sur des vies ordinaires avec une telle soudaineté qu'elle semblait, même pour ceux qui la subissent, venir d'un autre monde. Et pourtant elle vient bien douleur, d'un homme qui habitait la même ville. Respire le même air lourdé, passe peut-être devant les mêmes vitrines. Entend les mêmes sirènes, marcher sous les mêmes lampadaires. C'est cette proximité du mal avec le quotidien qui va, peu à peu. Empoisonner New York, l'incident n'est pas seulement un acte. C'est une démonstration. La preuve que l'on peut être atteint sans raison visible. Sans avertissement, dans l'espace même où l'on croyait simplement vivre. Quand on regardera plus tard les mois du Son of Sam, on parlera des lettres, de la chasse policière, de la psychose, de son homme qui a dévoré l'imaginaire de toute une ville, mais tout cela. Au fond, n'est ici. Dans la brutalité nuée des premières secondes, dans un homme qui s'avance vers une voiture comme s'il ne faisait que traverser une portion ordinaire de la nuit. Dans une arme élevée, dans des coups de feu tirés sans trembler sur des êtres qui n'avaient rien demandé d'autre que quelques minutes de calme ensemble. Dans son départ rapide, presque silencieux. Puis dans cette stupeur collective, encore diffuse, encore locale, qui ne cède parce qu'elle vient de recevoir sa première blessure. C'est cela, l'incident. Pas seulement un crime, mais l'ouverture d'un cycle. Pas seulement une attaque, mais l'instant où la ville, sans le savoir encore, commence à perdre un peu de son sommeil. Dans le souffle coupé des survivants, dans l'immobilité des morts, dans les regards impuissants des premiers témoins, dans les sirènes qui se rapprochent trop tard pour empêcher l'essentiel. Il y a déjà la promesse noire de tout ce qui suivra. Une ville immense va bientôt apprendre qu'un prédateur la parcourt. Mais avant cette connaissance, avant la peur nommée, avant la traque médiatique et policière, il n'y a que cette scène resserrée. Presque intime dans son horreur, une voiture arrêtée dans la nuit. Deux jeunes vies suspendues quelques instants hors du monde, puis un homme qui surgit de l'ombre pour leur rappeler. De la manière la plus atroce qui soit, quoi New York? C'était là. Même les secondes les plus ordinaires pouvaient devenir une chambre de tir. La scène de crime. Dans les affaires qui marquent une ville entière.
n'est jamais seulement un lieu, c'est un instant figé après la déflagration. Une géographie est brusquement arrachée au quotidien, un morceau d'espace banal que la violence vient de soustraire au monde ordinaire. Quelques minutes plus tard, il ne s'est trouvé rien qu'une rue comme tant d'autres. Une voiture arrêtée, la respiration chaude de l'aide. Peut-être un échange tendre ou distrait entre deux jeunes gens qui n'imaginaient pas que leur soirée laisserait bientôt derrière elle des éclats de verre, des traces sombres. Des gestes de secours précipités et ce silence très particulier qui tombe toujours après les coups de feu, même dans une ville aussi bruyante que New York. Puis l'attaque a eu lieu, rapide. Sèche, incomprehensible. Et maintenant, t'as changed the nature. La rue n'est plus une rue, elle est devenue un périmètre. La voiture n'est plus un refuge provisoire, un cocon de métal et de tissu où l'on s'abrite à quelques instants de la ville. Elle est devenue un objet de preuve, un volume étroit saturé de peur, de douleur, de stupeur. Et chaque surface peut parler pour les morts, pour les survivants. Pour l'homme qui attire avant de disparaître, les premiers à voir réellement la scène ne sont pas les journalistes. Ni même la ville entière en alerte, mais les policiers arrivent dans l'urgence. Les ambulanciers, les témoins saisis particuliers n'auraient jamais voulu découvrir. Ils voient d'abord les désordres immédiats, une portière entrebâillée ou brutalement ouverte. Un corps dans la position de déjà qu'il se passe quelque chose de trop violent pour être réparé par de simples mots. Un autre corps qui bouge encore, ou ne bouge qu'à peine, retenu du côté de la vie par une mince ligne que les secouristes s'efforcent de ne pas la laisser céder. La lumière jaune des réverbères découpe mal les formes. Les gyrophares viennent ensuite avec leur éclat bleu et rouge qui fait battre les façades. Tremblent les ombres, blanchir par instants les visages des curieux masses plus loin. La chaleur n'a pas quitté le bitume. Elle remonte du sol avec une odeur d'huile. Des poussières, des sons cette ville chauffée toute la journée. À cette odeur s'en ajoute une autre, métallique. Plus lourde, presque animale. Qu'il suffit à faire comprendre aux plus aguerris que la nuit vient de changer de densité. La première tâche des enquêteurs n'est pas de comprendre la légende future, ni même les motifs, c'est de regarder. Regarder long temps, sans se laisser absorber tout de suite par l'émotion ni aveugler par l'urgence. La scène de crime exige cette discipline étrange qui consiste à pénétrer dans l'horreur avec le calme du métier. Il faut préserver les contours. Bloquer l'axe, éloigner les badauds. Noter les positions, empêcher qu'une passe de trop. Une main maladroite, une portière claquée. Ne viennent brûler ce que la skin tente encore de dire, et c'est qu'elle dit d'abord. C'est la brutalité nuée d'une agression à très courte distance. La carrosserie garde parfois les marques muettes de la fusillade. Une vitre fendue ou trouée, une éclat minuscule restée prise dans le joint. Une trajectoire dans le métal. Un siège marque là où le projectile traverse plus qu'une matière. Plus qu'un habitacle, plus qu'un simple objet mécanique. À l'intérieur, tout semble trop étroit pour avoir continué autant de pieux. Les enquêteurs se penchant, s'arrêtent. Observant les sièges, le tableau de bord. Les poignées, le sol. Sur le tissu, sur le sky. Sur les surfaces lisses, il y a des traces que l'on ne regarde jamais tout à fait comme des taches. On y lit une chronologie silencieuse, ICI. Quelqu'un se retourne, là. Quelqu'un a tenté de se baisser, place basse. Un mouvement de fuite s'est interrompu. La scène conserve la mémoire du corps quand les mots manquent encore. Les premiers indices n'ont rien de spectaculaire. Ils ne portent pas de nom flamboyant. Ils ne s'annoncent pas comme la clé du mystère. Ils sont modestes, concrètes, souvent décevants par leur sobriété même. Une aiguille est retrouvée sur le sol ou dans la rue voisine. Une marque de passe difficile à distinguer dans la poussière ou sur une portion de trottoir.
Le témoignage tremblant d'un voisin qui a cru entendre une dispute avant de comprendre qu'il s'agissait de tirs. La description trop vague d'une silhouette masculine. Moyenne, sombre. Presque interchangeable. Une voiture aperçue place loin. Ou peut être imaginé après scoop, le travail policier commence souvent ainsi. Dans la frustration du fragment, chaque détail compte. Mais aucun ne parle encore clairement. Et cette opacité des premières instances va passer lors dans l'affaire. Car face à une scène pareille, les enquêteurs ont besoin d'une logique. Ils cherchent d'abord ce que toutes les scènes de crime semblent promettre, une relation. La plupart des meurtres, surtout lorsqu'ils frappent des jeunes gens dans un espace relativement intime, s'inscrivent dans une chaîne humaine identifiable ou un ancien compagnon. Un rival, une jalousie, un different. Alors on remonte les habitudes, les fréquentations, les dernières heures. On interroge les survivantes, les proches. Les voisins ont tenté de savoir si les victimes étaient suivies, menacées, attendues. C'est un réflexe d'enquête compréhensible, presque inévitable. Mais c'est que les premiers indices suggèrent ici plus de routine. Rien n'est relié immédiatement. Les victimes à un cercle précis de haine. Rien ne donne au crime le visage rassurant, au sens presque cruel du terme. D'une tragédie privée, au contraire. Quelque chose dans la sécheresse des tirs, dans l'absence d'interaction prolongée, dans la rapidité du passage à l'acte, ouvre déjà vers une autre hypothèse. Bien plus inquiétante, celle d'une violence de plaisir. Venue d'ailleurs sans lien intime apparent avec ce qu'elle est frappée. La scène de crime, cependant, ne formulez jamais les hypothèses à voix haute. Elle se contente de les rendre possibles. Il faut des heures, parfois des jours, pour que les objets récupérés, les rapports balistiques, les comptes rendus d'audition et les cartes de quartier commencent à s'assembler en une image plus vaste. Au départ, il n'y a que des hommes en manches retroussées, des carnets, des flashs photographiques, des numéros inscrits près de chaque élément préservé. Le bourdonnement des radios de police et cette fatigue précoce qui prennent les enquêteurs quand ils présentent, qu'ils ne sont pas face à un dossier simple. Les photographes de scène s'approchant au plus près, ils figent la position du véhicule, la ligne des portières, l'angle des sièges, les éclaboussures minuscules qu'on elles non forment n'auraient peut-être pas remarquées. La photographie judiciaire a quelque chose de presque inhumain dans sa précision. Elle ne cherche ni la pudeur ni le récit. Elle cherche la conservation. Pourtant, malgré cette froideur nécessaire, si qu'elle enregistrée reste profondément tragique. Une coiffure encore impeccable à un endroit, une chaussure déchaussée à une autre. Un sac à main ou une veste oubliée comme si le temps avait été brutalement interrompu en plein mouvement. On mesure alors l'écart entre la banalité du début de soirée et l'état final de la scène. Quelques objets du quotidien suffisant à rappeler que l'horreur n'est pas tombée sur des silhouettes abstraites, mais sur des êtres qui vivaient. Sortant, plaisantant peut-être encore quelques minutes auparavant. Il y a souvent, dans ces premières constatations, une lutte silencieuse entre le professionnel et l'humain. Les policiers voient la douille, la trajectoire, la chronologie. L'homme voit aussi l'âge des victimes, leur jeunesse, le cadre dérisoirement ordinaire de la voiture garée, et comprend, même s'il ne le dira pas ainsi, qu'il y a quelque chose de profondément lâché dans cette manière de tirer sur des gens assis. Vulnerables, a portée immédiate. La scène de crime agite alors comme un révélateur moral autant que technique. Elle montre que l'on n'est pas seulement face à la mort, mais face à une forme de prédation. Le tireur n'a pas affronté un danger. Il a choisi une faiblesse. Il a attendu le moment où l'autre ne se défendrait pas.
Si type d'indice n'entrait pas dans son scale, mais il pesait dans l'esprit des enquêteurs. Il orientait, à basse bruit. Les manières de regarder la suite. Viennent ensuite les premiers résultats balistiques. Et avec une précision plus froide encore, le calibre employé, la nature de l'arme, la régularité des impacts, la manière dont les projectiles ont traversé une certaines surfaces, la balistique à ses pouvoirs étranges. Elle donne une voix scientifique à la violence. Elle dit qu'il ne s'agit pas seulement d'un homme qui attire, mais d'un homme qui attire avec telle arme, à telle distance probable. Selon telle dynamique, dans l'affaire Berkowitz, ces éléments vont compte énormément, car ils sont eux qui permettront, d'une scène à l'autre, de tisser la continuité quand les témoignages humains resteront flous. Le témoin oublié hésite, projette le métal. Lui se souvient autrement. Une douille ne ressent rien, mais elle porte l'empreinte d'un mécanisme. Un projectile déformé, récupéré avec patience, peut établir une parente entre deux nuits qui semblent ne rien avoir en commun. C'est souvent ainsi que naît l'idée d'un tueur en série. Non par intuition romanesque, mais par répétition matérielle. La science, plus que le récit, commence à murmurer qu'une même main se cache peut-être derrière plusieurs signes portants. Au tout début, cette évidence ne s'impose pas encore. Les policiers qui quittent la scène en fin de nuit importante avec eux des sacs de preuves, des notes, des croquis, des impressions. Mais ils importent aussi un malaise, quelque chose ne colle pas complètement aux schémas habituels. La violence a été trop directe, trop réveillée, trop dépourvue d'échange. Il n'y a pas le désordre d'une bagarre qui tourne mal. Pas la trace visible d'une dispute prolongée, pas le chaos domestique d'un drame passionnel dans un appartement. ICI, tout semble à la fois concentré et vide. Concentré dans l'exécution, vide dans l'explication. Ce vide-là est un indice en lui-même, mais un indice difficile à manier. Parce qu'il ne désigne rien de concret, les premiers indices humains. Eux aussi sont précieux et fragiles. Un témoin croit avoir vu un homme s'éloigner d'un pas rapide, un autre se rappelle une voiture stationnée un peu plus loin. Moteur peut être allumé. Un troisième n'a rien vu mesurer que les tirs ont été au nombre de 3 ou 4. Place les enquêteurs récoltant ces recettes. Place ils mesurant la difficulté du terrain. La nuit déforme les silhouettes. Le bruit d'une roue peut faire manquer le premier coup et transformer la perception des suivants. La peur gonfle certains détails, en efface d'autres. Un visage aperçu une seconde sous un lampadaire devient un profil certain dans la mémoire, puis se défait à l'audition suivante. Malgré tout, les policiers prennent tout. Ils notent, classent, croissant. L'enquête moderne repose autant sur l'accumulation que sur l'éclair de génie. Mais chaque nouvelle fiche ajoutée au dossier souligne un peu plus le manque fondamental. Personne ne sait encore pourquoi ici couple-là. Cette voiture-là, cette roue-là. La scène de crime garde aussi la trace de si quel attire. Après les secours et les premiers relevés viennent les voisins. Les curieux, les proches et alertes. Puis bientôt les journalistes. La nouvelle d'une fusillade nocturne se propage vite dans un quartier. Derrière les rubans, des visages se pressent. Tendres, avides. Choqués, parfois presque déjà narratifs. Chacun veut comprendre, chacun croit avoir un angle. Une hypothèse, un détail utile? Cette porosité entre l'enquête et le regard public n'est pas anodine. Elle transforme rapidement le lieu en histoire racontée. Mais avant que l'histoire ne se fixe, avant que les journaux n'inventent une cohérence, la scène reste encore une énigme très concrète, très physique. Elle parlait par SES angles, SES residues, SS placements, non par des titres.
Et c'est précisément parce qu'elle ne parlait pas assez vite que l'affaire pourra, dans un premier temps, se répandre plus librement dans l'imaginaire. Les premiers indices sont trop faibles pour clore. Trop étranges pour rassurer, trop peu intimes pour renvoyer à un simple drame privé. Dès lors, un autre type de lecture commence. Plus souterrain, certains enquêteurs se demandent s'ils n'ont pas affaire à un homme mobile. Détaché, opportuniste. Quelqu'un qui rôde une voiture ou rapide, choisit un moment. Frappé, puis disparaître avant même que la scène ait eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Cette hypothèse reste prudente, à peine formulée. Mais elle change déjà la texture du dossier. On ne cherche plus seulement autour des victimes. On regarde l'extérieur, on élargit. On compare, et c'est là que la scène de crime. Tout à coup, cesse d'être un point isolé sur une carte pour devenir une possible première nude. La voiture vissée, les jeunes attenants. La nuit tête, la brutalité séchée d'outils. L'absence de motif apparent, tous ces éléments. Puis séparément, pour rien demeure dispersés. Ensemble, ils composent un dessin inquiétant. Pas encore assez net pour être présent au public, suffisamment net. Pourtant, pour troubler ceux qui connaissent la grammaire ordinaire du crime, la scène laisse aussi derrière elle des conséquences plus discrètes que les rapports officiels évoquent à peine. Des habitants du quartier qui, le lendemain, regarderont autrement les voitures garées à la tombée de la nuit, des parents qui diront à leur fille de ne plus rester trop tard dehors. Un jeune homme qui changera d'itinéraire sans bien savoir pourquoi. La scène de crime produit des indices matériels pour les policiers. Mais elle produit aussi des indices affectifs pour la ville. Elle commence à redessiner les réflexes. À contaminer l'imaginaire local. On ne le dira pas encore comme cela. Mais le lieu a transmis quelque chose. Il a converti un coin de rue banal en avertissement diffus. Si le processus va s'étendre avec chaque nouvelle attaque, mais il commence déjà ici. Dans la rumeur du lendemain, dans les regards plus neveux, dans cette sensation que la nuit a montré un visage plus arbitraire que d'habitude pour les enquêteurs. Cependant, rien n'est jamais gagné à ce stade. Les laboratoires doivent confirmer, les témoignages doivent être confrontés, les relations des victimes examinées, les antécédents vérifiés, les armes possibles comparées, l'alentour administratif. Les poids des procédures, la masse des faits divers en circulation dans une ville comme New York compliquent encore tout. Une scène de crime. Même frappante, peut se noyer dans les flux syriens de la relier rapidement à une série. C'est pourquoi les premiers indices sont si cruciaux. Ils ne résolvent pas, ils orientent. Ils empêchent l'affaire de tomber entièrement dans la mauvaise case, dans le cas de Berkowitz. Ils vont peu à peu empêcher que l'on classe trop vite ces attaques parmi les violences ordinaires. Quelque chose résiste. Quelque chose insiste. Quelque chose. Dans le métal, dans les trajectoires, dans les ressemblances émergentes, commence à dire que le hasard n'est peut-être pas sur la l'œuvre. Quand les techniciens repartent enfin, quand le véhicule est importé ou condamné à l'immobilité le temps des examens. Quand les dernières photos ont été prises et que les rubans se relâchent, le lieu paraît presque enthousiasmant normal. La rue retrouve son aspect de rue, le quartier respire de nouveau. In apparence, pourtant. Pour ce qui est là, la scène ne redeviendra jamais complètement ordinaire. Ils se souviendront de l'angle précis où se tenait la voiture, de la lumière trop vive des flashs, du murmure des policiers, du grésillement des radios, de l'odeur de poudre mêlée à l'air chaud, et les enquêteurs. Ils importeront avec eux bien plus que des scales. Ils importeront une intuition sombre. La ville vient peut-être d'ouvrir un dossier qui ne se refermera pas vite.
La scène de crime et les premiers indices ne donnant pas encore le nom de son absent. Ils ne révèlent pas encore David Berkowitz. Ils ne dessinent pas encore la séquence qui viendra, mais ils contiennent déjà la matière originelle de tout cela. Dans une voiture stationnée, sur une botte de bitume anonyme, sous des lampadaires fatigues, la violence à l'aise derrière, et une écriture froide que seuls quelques spécialistes savent lire au début. Puis, lentement, cette écriture se passera, se répétera, s'imposera. Et New York comprendra qu'ici es premières traces nettes en pas celles d'un drame isol. Mais les premiers mots d'un message meurtrier adressent à la ville entière. L'enquête commence toujours par une promesse implicite. Presque solennelle, que personne ne formule tout à fait, mais que chacun porte en lui comme une idée. Trouver qui a fait cela. Rétablir une logique là où il n'y a plus que des corps. Des témoignages brises, des nuits ouvertes par des coupes de feu. Des familles qui tournent en rond dans des cuisines trop petites en attendant qu'un téléphone sonne enfin pour leur dire autre chose que l'horreur brute. À New York, entre 1976 et 1977, cette promesse va vite devenir un fardeau. Non seulement parce que les attaques se répètent, mais parce qu'elles se répètent de la manière la plus déstabilisante qui soit. Sans logique visible, sans lien intime évident entre les victimes, sans signe suffisamment bavard pour livrer d'emblée le visage du prédateur. Les policiers avancent donc comme on avance dans un brouillard traverse de ferret, avec des éclairs de certitude immédiatement repris par l'obscurité. Ils ont des douilles, des rapports balistiques, des cartes de quartier, des auditions, des silhouettes mal vues, des survivants en état de choc, des horaires, des trajets probables, des hypothèses qui naissent le matin et meurent le soir. Mais ils n'ont pas encore si dans toute grande enquête a besoin pour basculer une ligne claire. Et dans cette absence de ligne claire, la ville commence à suffoquer. Chaque nouvelle attaque agite comme une gifle donnée non seulement aux victimes et à leurs proches, mais à l'idée même que l'enquête progresse. Car à chaque fois que le tireur frappe, il rappelle aux policiers, aux journalistes, aux habitants, que le homme qu'ils cherchent n'est pas une rumeur du passé, pas une ombre refroidie dans un dossier, mais une présence active, mobile, capable de choisir sa nuit, son lieu. Et si COUR, cela change tout. Une enquête sur un crime déjà clos n'a pas la même respiration qu'une traque en cause, ICI. Les policiers n'ouvrent pas seulement un dossier, ils affrontent un compte à rebours invisible. Quelque part dans la ville, un homme respire, attend, observe peut-être. Et peut recommencer. Cette possibilité empoisonne tout le reste. Elle infecte les réunions entre inspecteurs, les cafés avalés trop vite à l'aube, les repos rédigés les yeux brûlants de fatigue, les cartes punaises oxmures sur lesquelles on reliait au crayon des points qui, pour l'instant, se refusent encore à former un dessin parfaitement net. La difficulté, au départ, n'est pas seulement de chercher un coupable, c'est de convaincre l'enquête elle-même qu'elle poursuit bien un seul homme. New York est une ville immense, saturée de violences diverses, de plaintes, d'affaires entremêlées, de signalements souvent contradictoires, reliés à des attaques entre elles exigent plus que de l'intuition. Il faut du matériau, de la répétition. Quelque chose qui résiste aux interpretations concurrentes, la balistique commence à murmurer que certaines signes parlent le même langage. Les victimes, souvent jeunes, souvent prises dans ou près de voitures stationnées, dessinent une vulnérabilité commune. Le mode opératoire, ceci, rapide, presque sans parole, revient comme une signature négative, portante. Même lorsque les ressemblances s'accumulent, l'enquête ne se simplifie pas. Elle change seulement de cauchemar. Car si un seul homme est bien à l'origine de plusieurs attaques,
Alors il faut accepter l'idée qu'il se déplace avec une aisance claquante dans le décor new-yorkais qu'il choisit des inconnus. Qu'il les atteint puis s'évapore.